toutes et à tous, je déclare la séance ouverte. Et en l'absence de Charles Sabi, retenu pour des obligations professionnelles, je demande et je désigne Sarah Caron-Louvet, secrétaire de séance, à qui je demande de procéder dans l'appel. La parole est à Sarah Caron-Louvet. Oui. Monsieur François-Xavier Priolo. Présent. Madame Anne Terlès. Présente. Monsieur Jacques Lido. Présent. Madame Marie-Dominique Percher. Présent. Monsieur Pierre Lécuyer. Présent. Madame Caroline Rouzet. Présent. Monsieur Jean-Jacques Leroux. Présent. Madame Afida Wada. Présent. Monsieur José Pires. Présent. Madame Sylvie Langeard. Présent. Monsieur Daniel Jubert. Présent. Monsieur Jean-Pierre Duvéré. Présent. Monsieur Didier Juel. Il arrive. Monsieur Christian Vulc. Présent. Madame Catherine Vérac. Pouvoir. Madame Nadège Hoffman. Présent. Madame Nadia Toumer. Présent. Madame Céline Léman. Présent. Monsieur Gaëtan Bazir. Présent. Madame Lilia Boissel. Présente. Monsieur Polo de Rosario. Présent. Madame Anissa Gemel. Monsieur Christophe Gauthier. Pouvoir. Monsieur Charles Sabi, pouvoir. Monsieur Franck Martin. Madame Marie-Pierre Dumont. Pouvoir. Monsieur Pascal Hébert. Présent. Madame Véronique Jeanne-Tellier. Monsieur Alexis Fraise. Madame Leïla Séguier. Madame Cécile Laroche. Pouvoir. Monsieur Jacques Lassard. Présent. Merci Sarah, le quorum est atteint. Je signale aux conseillers municipaux présents qu'ils devront signer le tableau des signatures de présence du conseil municipal du 6 février ainsi que du 16 février dernier et le tableau des signatures de la décision modificative budgétaire numéro 1 que nous sommes appelés à voter au cours de cette séance. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, hier s'est tenu le premier tour de l'élection présidentielle. Et à Louviers, comme ailleurs en France, ce premier tour a été marqué par une forte poussée du Front National et de sa candidate qui est arrivée à Louviers en tête. Ce résultat n'est pas satisfaisant, même si à Louviers, contrairement à d'autres communes du département de l'Eure, cette poussée est inférieure à la moyenne départementale et à la moyenne régionale. Néanmoins, on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire d'une montée des votes contestataires, qu'ils soient d'ailleurs à la droite ou à la gauche, et qui me conduisent, et je l'ai indiqué dès hier soir, à n'avoir aucune hésitation sur mon vote du 7 mai prochain, pour une raison simple, c'est que je regarde les programmes, je regarde les valeurs, et que lorsque j'observe le projet de l'une des finalistes de ce second tour de l'élection présidentielle, qui vise à sortir de l'Europe, et donc a fortiori de l'euro, qui vise à supprimer les régions, qui vise à supprimer les intercommunalités, qui est un programme qui se traduit par un repli identitaire et par un protectionnisme. Je préfère une France ouverte sur l'Europe et sur le monde. Je préfère un monde qui accepte, une France qui accepte et qui met à profit l'économie de marché et la création de richesses et la répartition de ces richesses au profit du plus grand nombre. Je suis favorable à une régulation du marché, mais à cette économie de marché qui est contestée aujourd'hui par les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Quand on observe les résultats nationaux, quand on fait un focus sur les résultats dans notre département, on observe aussi une dichotomie très forte entre la vie politique locale et la vie politique nationale. Regardez les résultats sur l'ensemble des communes de l'agglomération Seine-Nord, mais regardez aussi les résultats sur les communes la communauté de communes de Madrid-Seine, la communauté de communes de Roumois-Seine. Vous verrez une fracture évidente entre le monde rural et le monde urbain. Vous verrez aussi cette dichotomie entre une classe politique nationale et une fracture qui s'est creusée ces dernières années entre une classe politique nationale et les citoyens, et qui nous appelle tous à prendre notre part de responsabilité, mais aussi pour réenchanter la politique et puis pour pouvoir tracer des perspectives différentes, donner de l'espérance, participer à un monde qui soit un monde
réaliste par rapport à la situation compliquée aujourd'hui du monde, mais aussi par rapport à tout le potentiel qu'il y a dans notre pays, toutes les richesses, tous les talents, et qui doit aussi nous pousser à avoir un regard optimiste et à en tout cas créer les conditions de cet optimisme. Et donc j'ai indiqué que j'apporterai naturellement mon vote au second tour à Emmanuel Macron, parce que dans ce débat entre Marine Le Pen d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre, pour moi, le choix n'impose aucune hésitation, et surtout, il y a des perspectives qui sont évidemment, pour moi, celles de l'ouverture, celles de la justice et celles de l'espérance. Il y a le national et il y a à Louviers. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril, nous sommes à mi-mandat. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vous donnerai la parole pour tous les conseillers qui le demandent, bien évidemment. Rassurez-vous, monsieur Vassar, nous sommes dans une enceinte démocratique. Et toutes les personnes qui demandent la parole peuvent l'avoir. Nous sommes donc à mi-mandat. Et je vous disais que la politique souffre au niveau national d'une image difficile. Je crois avec Anne Terlez, avec ce que nous avons construit, toute l'équipe municipale depuis 3 ans, que nous participons à redonner du crédit à l'action politique. Non pas sur des orientations subjectives, mais sur des faits. Sur des faits parce que nous avons pris des engagements en 2014 et que ces engagements, nous avons d'ailleurs repris avec Anne Terlez notre profession de foi du second tour des élections municipales, et les projets que nous avions proposés aux Levériens et pour lesquels ils nous ont élus sont en passe, soit sont réalisés, soit sont en passe de l'être. Il y a les projets qui concernent d'une part le rétablissement des finances municipales, et nous aurons tout à l'heure une décision budgétaire modificative qui prouve le rétablissement des finances de la ville de Louviers. Mais je voudrais revenir un petit peu sur ce que nous avons fait depuis 3 ans. D'abord, nous avons éteint l'incendie. Nous avons traité les urgences absolues. Ces urgences absolues, c'était en effet l'assainissement qui est à la fois budgétaire et l'assainissement sur l'état des bâtiments communaux. Ça, c'est fait. Les finances sont repassées structurellement dans le vert, malgré une baisse des dotations de l'État inédite, puisqu'il y a près de 1 300 000 € de moins pour la ville de Louviers depuis 3 ans, et cela, nous l'avons fait sans augmenter les impôts, sans supprimer des services aux Levériens, au contraire, en augmentant significativement le nombre des services offerts à la population et en amorçant, à partir de cette année, une première baisse des impôts. Nous avons aussi, avec Jacques Vido, agi sur les bâtiments communaux. Il n'y a plus aujourd'hui, pour les bâtiments communaux, un seul avis négatif de la commission de sécurité, puisque la semaine dernière, eh bien, nous avons obtenu désormais un avis positif pour la Villa Calderon, et je remercie à la fois Jean-Jacques Leroux et Jean-Pierre Duveyret aussi qui suivent ces dossiers de près sur les commissions de sécurité. Donc tout est repassé dans le vert, que ce soit sur le musée, sur la médiathèque, sur le Colisée, sur le gymnase Maxime Marchand, sur certaines écoles qui étaient aussi en danger de passage en avis négatif, et la semaine dernière sur la Villa Calderon. À mi-mandat, nous avons aussi posé les fondations pour la construction de nos projets futurs. Nous nous inscrivons dans le long terme. Et dans le long terme, cela fait référence à tous nos projets d'urbanisme qui sont marqués notamment par les projets cœur de ville. Les projets aujourd'hui sont entrés dans une phase opérationnelle. Vous le voyez avec la halle sur la place de la halle aux Drapiers qui sera inaugurée le 21 juin prochain. Puis, dans le prolongement des travaux de la halle, il y aura la rénovation complète du parvis de l'église Notre-Dame, la rénovation de l'ensemble du mobilier urbain, puis viendra la rénovation de la fripe de l'île Autorel Est, avec la construction d'une résidence senior, de logements en accession à la propriété, la rénovation complète et la requalification de la rue du Matré, et au-delà, dans le cadre aussi d'un programme régional, qui est un programme de rénovation des centres-villes, mais aussi un programme visant à mettre en valeur les villes de la reconstruction. Nous menons la ville de Louviers avec la ville de Vire, dans le Calvados, un
un projet pilote pour mettre en avant l'architecture de la ville, des villes de la reconstruction, travailler sur les façades, travailler sur les copropriétés, travailler sur l'éclairage public. Nous aurons aussi un volet mise en valeur patrimoniale du plan lumière que nous sommes en train de mener et de lancer avec les services techniques et Jackie Bidot. Et donc, nous posons les fondations, nous l'avons fait avec une équipe d'étudiants de Sciences Po, et nous allons travailler une exposition participative au musée de Louviers sur ces sujets de Louviers, ville de la reconstruction. Nous agissons aussi bien sûr sur les quartiers politiques de la ville. Nous avons débattu lors du dernier conseil municipal du protocole de préfiguration, rénovation urbaine sur le quartier Lamont-Maupassant, les Acacias, et petit à petit, eh bien, nous travaillons à la transformation et à la dimension qualitative de nos politiques en matière d'urbanisme pour penser Louviers à moyen et à long terme. Ces engagements, et nous les avons financés. Nous les avons financés à la fois sur les programmes de rénovation urbaine, mais nous l'avons financé également sur la Maison des Sports et des associations, dont la première pierre sera posée dans quelques mois. Nous avons, en lien avec l'agglomération Seine-Neuve, avec qui nous menons ces projets à la fois d'urbanisme et d'équipement, finaliser le projet de construction d'une patinoire intercommunale, quand tout le monde nous disait que c'était impossible, d'une part parce qu'il n'y avait pas le financement, parce qu'il n'y avait pas la compétence. Eh bien, en moins de 3 ans, puisque la première pierre devrait être posée à l'automne, nous avançons sur ces projets. Nous avançons dans un cadre qui est maintenant financier et juridiquement serein, et cela participe aussi dans le contexte qui est celui de cette élection présidentielle, eh bien, au niveau d'une collectivité municipale, au niveau d'une agglomération, en lien avec le département, puisque des projets importants sont aussi menés avec le département. Je pense par exemple à la rénovation complète du collège du Hamelet, qui devrait commencer dans quelques mois. Eh bien, nous avançons sur ces projets en complémentarité entre la ville, l'agglomération, le département et la région Normandie, et peut-être et probablement également le CPIER, le contrat de plan interrégional entre l'Île-de-France, la Normandie et l'État, puisque je rencontrerai demain le préfet Philizot au sujet des projets qui pourraient être mis en place à Louviers dans le cadre des projets Vallée de Seine, qui sont là aussi des projets structurants pour l'avenir de notre territoire. Voilà ce que je souhaitais dire aujourd'hui en introduction à notre conseil municipal, avant de présenter l'ordre du jour. Je signale la présence ici de Thierry Delamarre, vice-président de l'agglomération Seine-Neuve, maire de Cricov-sur-Seine, en charge du PLUI, du plan local intercommunal d'urbanisme, qui nous présentera avec les services de l'agglomération, que je remercie de leur présence, le PADD, sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui au conseil municipal, et qui donnera lieu également à une présentation au conseil communautaire jeudi prochain. Mais avant de présenter de façon détaillée l'ordre du jour, il y a, j'imagine, des demandes de parole, et je crois que M. Bassard, vous souhaitez vous exprimer, vous avez donc la parole. C'est bon. Je ne pensais pas revenir aujourd'hui sur l'élection d'hier, mais enfin, puisque vous avez rentré dans cette conversation, je vais vous répondre. Si vous avez été aussi performant que ça, le Front National aurait été moins élevé à Louviers. C'est déjà une chose. Puis après, à chaque fois qu'on vient à cette réunion ici, vous êtes pendant une demi-heure, vous répétez, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais attendez, ça fait à chaque réunion, vous nous dites ça, mais on n'est pas venu pour attendre vos boniments. Hein. Passer à l'action. Parce que de toute façon, je vais vous répondre aussi que vous allez voter Macron. Mais ça, je ne suis pas surpris, vous êtes déjà centriste, puis votre voisine, elle a la carte de Modène dans sa poche. Alors je pense qu'il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Hein. Et alors, il y a le problème. Merci pour cette intervention à forte valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas, donc je vais... Si, je vais demander à M. Martin. Allez-y, rappelez sur le micro, M. Martin. En vrai, monsieur le maire, en vrai. Il faut appuyer. Bien évidemment, pour avoir, avec des amis, soutenu la candidature d'Emmanuel Macron depuis de longs mois, on ne peut que se satisfaire et se réjouir du résultat de ce premier tour des élections. Nous avons toujours dit qu'Emmanuel Macron était le meilleur rempart contre le Front National. Il l'a prouvé et c'est très bien ainsi. Même si effectivement... je crois aussi que d'une certaine façon, ça marque l'apogée
du Front National, qui se dirige maintenant vers son nadir. Parce que le Front National a tout tenté, a tout fait, il a tenté la dédiabolisation, il a tenté le durcissement, et en fait, proportionnellement, son résultat est plutôt inférieur à celui qu'il reconnaissait aux dernières élections locales. On a fait 1 million de voix en plus, M. Martin. Oui. On va pas rentrer dans ce débat. On va pas rentrer dans ce débat. Donc, mon candidat... lisez pas la presse, alors. Donc, le candidat que j'ai soutenu sort en tête de ce premier tour et sera très probablement le prochain président de la République. Je pense que le programme d'Emmanuel Macron correspond tout à fait... On n'est pas là pour écouter un meeting. Bah, attendez, vous avez bien écouté, désolé, vous avez protesté parce que le maire ne vous donnait pas la parole pour parler de... Alors, si vous voulez continuer votre propos, oui, mais parce que sinon, là, vous en prenez sur votre temps de parole. Donc... Tout à fait, tout à fait. Donc, on va réduire ce propos au terrain local, simplement pour dire qu'effectivement, les orientations d'Emmanuel Macron sur un programme social-libéral me conviennent tout à fait, puisque ce social-libéralisme, j'ai été l'un des rares hommes de gauche à le revendiquer depuis des années. Tiens, donc oui, Monsieur Massard, si vous voulez, vous reprendrez la parole après, mais on n'interrompt pas les... Non, mais ne faites pas comme Monsieur le maire, ne m'interrompez pas tout le temps. Monsieur Martin, continuez. Venons-en maintenant aux aspects plus locaux de cette élection législative. D'abord, pour constater la stupéfaction avec laquelle ceux qui ne connaissent pas François-Xavier Priolo ont pu voir entre les 2 tours des primaires, le voir se ruer, foulant aux pieds ses propres convictions européennes et centristes, voler au secours de la victoire présumée à ce moment-là, en soutenant entre les 2 tours de la primaire le candidat le plus anti-européen, à l'exception de Marine Le Pen, le candidat le plus antisocial, à l'exception de Marine Le Pen, et bien évidemment, ça nous amène à nous poser la question, est-ce qu'un maire aussi opportuniste peut faire un député fiable et crédible? Est-ce que la ressuscitation de la bonne vieille devise « je vais à la soupe à partir du moment où elle sera servie » est une façon de réenchanter la politique? J'en doute un peu. Normalement, tout le monde nous attendait aux côtés d'Alain Juppé, mais on a notre grande surprise, alors qu'une partie de l'UDI allait même jusqu'à soutenir Emmanuel Macron dès ce premier tour des primaires. On vous a vu soutenir ardemment le grand perdant de cette élection, et cela, je crois, restera dans la mémoire collective. Donc, moi j'ai soutenu Emmanuel Macron depuis le début, donc une leçon de ce côté-là à recevoir. Continuez, monsieur Martin, on vous répondra parce que vous nous faites une tellement belle démonstration de récupération politique que ça va être Ensuite, par ailleurs, nous allons avoir des débats tout à l'heure sur les procédés et mesures à mettre en place pour éviter la radicalisation des publics sensibles, mais je crois aussi que si votre candidat, dans sa dérive, notamment dans ces dernières semaines de campagne, si votre candidat était parvenu au pouvoir, il aurait fallu se poser des questions sur le fait qu'il s'entourait d'extrémistes chrétiens, au sens commun, et que le fait de nommer Brigitte Bardot ministre de la Famille... Monsieur Martin, on a essayé... Écoutez, ne m'interrompez pas. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais ne m'interrompez pas. Ayez au moins le respect minimum de la démocratie qui consiste à laisser le silence. Je sais que ça ne vous plaît pas. Donc vous essayez de m'interrompre, vous savez très bien que vous n'y arriverez pas. Donc,
Regardez, voilà, j'y arrive. Monsieur Martin, c'est tout à fait possible, donc soit on est... Parce que ça fait à peu près déjà 10 minutes que vous parlez, monsieur Martin. Je parlais beaucoup moins longtemps que vous. C'est normal, le maire c'est moi. C'est tout simplement ça, c'est plus vous. Donc, soit vous terminez votre propos et vous le faites sur des considérations lobériennes, on a compris quelle était votre position, puisqu'on a compris l'exercice de récupération politique auquel vous livrez. Mais vous parlez pendant une demi-heure. Bien sûr. Écoutez, votre tactique est permanente. On a commencé notre conseil municipal à 18h35. Donc, je vous donne, monsieur Martin, 2 minutes pour terminer votre propos. Et puis ensuite, nous allons commencer. Comme vous n'écoutez pas, écoutez, nous allons commencer l'ordre du jour de ce une nouvelle fois, monsieur Priolo. Vous démontrez devant tout le monde que vous êtes un censeur, vous ne laissez pas l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Et je crois que les Lobériens sauront qu'un mauvais maire ne peut pas faire un tour des budgets. Puis nous aurons la cession de propriété communale, des acquisitions de parcelles. Nous aurons le rapport de la commission communale. Absolument pas. Mais j'attendrai, mais il faut qu'on sait. Et M. Martin, vous m'interrompez tout le temps. Vous m'interrompez tout le temps. Des travaux du syndicat d'électricité pour l'enfouissement de réseau. Nous aurons la création de servitudes rue de la Vacherie, la cession d'une propriété communale rue de l'église communale. Nous aurons l'acquisition d'une parcelle rue de la Citadelle, la passation d'accords cadres pour les prestations de télécommunications, l'enfouissement coordonné de réseau de télécommunications. Puis nous passerons à des délibérations relatives à des affaires financières, le vote des taux en baisse pour la première fois. Nous n'avons pas retrouvé la dernière baisse dans les archives de la ville, mais les taux de fiscalité directe locale, la décision modificative budgétaire numéro 1, qui est liée à la notification des dotations pour l'année 2017, dont nous vous rendons compte dans ce rapport, avec Pierre Lecuyer, adjoint en charge des finances. Il y aura également le rapport annuel qui vous sera présenté par Internet sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, puis des garanties d'emprunt, des sessions d'action du syndicat intercommunal du logement de l'Eure, le cycle qui est dissous dans le cadre de la réforme de la loi NOTRe, une modification dans le plan indemnitaire des élus qui est une modification technique qui n'a aucune incidence sur les montants des indemnités mais qui vise à tenir compte du nouveau barème de l'indice de la fonction publique. Nous aurons ensuite 2 délibérations relatives aux affaires générales. D'abord, le plan de prévention de la radicalisation du contrat de ville 2015-2020 et un rapport, mais qui ne concerne pas directement le biais, mais que nous devons présenter en conseil municipal, qui est le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, de l'agglomération Seine-Eure. 3 délibérations ensuite du pôle politique éducative sur la famille et la jeunesse, notamment la révision du montant de la participation municipale pour l'école Notre-Dame de Louviers. Dans le pôle vie de la cité, des délibérations importantes, puisqu'il s'agit des attributions des subventions de la municipalité aux associations lobériennes, à la fois des associations sportives et des associations qui interviennent dans le domaine non sportif. 2 délibérations qui seront présentées par Sylvie Langeard en matière de culture, notamment une convention pour la numérisation et la valorisation du fonds de possession de l'oublié de la ville, et puis un don de livres pour la médiathèque. Enfin, 3 subventions sur les domaines liés au sport, avec notamment la subvention qui nous permettra d'accueillir l'arrivée du tour, comme c'est le cas tous les ans, du tour junior de cyclisme du département de l'Eure, et puis une modification de la liste de demandes déléguées au syndicat des gymnases. Avant d'ouvrir et de passer à l'ordre du jour, je vais vous demander si vous avez des remarques sur les 2 comptes rendus des précédents conseils municipaux, le compte rendu du 6 février. Pas grave, mais on ne téléphone pas. Le compte rendu du 6 février 2017, il n'y a pas de remarques. Et le compte rendu du 16 février 2017, il n'y a pas de remarques. Ça doit être M. Macron qui appelle M. Martin. Qui sort de la salle, je pense. Voilà. Comment avez-vous deviné? Eh bien oui, j'ai vu votre air réjoui. Nous allons donc ensuite, je vais inviter Thierry Delamarre à mes côtés, vice-président de l'agglomération Seine-Eure. Donc pour une présentation du PADD. C'était Brigitte Bardot, excusez-moi. Alors, on va donner
quelques éléments d'introduction avant que Étienne Delamarre et le service vous présenter les grandes lignes de ce PADD, les raisons pour lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer et les enjeux pour la ville de Louviers. Vous le savez, notamment pour les élus qui siègent au conseil d'agglomération, l'agglomération Seine-Nord a pris à la fin de l'année 2015 la compétence plan local d'urbanisme intercommunal qui vise donc à avoir à l'échelle de l'ensemble du territoire de l'agglomération un PLUI qui se substitue à l'édition des PLU ou bien des documents d'urbanisme lorsqu'il n'y avait pas de PLU. C'est une opportunité aussi qui était prévue par la loi NOTRe et qui vise à avoir une approche globalisée et du coup plus équilibrée des questions liées à l'urbanisme, mais aussi au cadre de vie, à l'habitat, au développement économique. On est donc sur une approche qui est complètement transversale et pluridisciplinaire pour l'élaboration d'un document qui est un document qui s'inscrit dans le moyen et le long terme et qui vise vraiment, en lien aussi avec le projet de territoire qui a été conçu par les élus de l'agglomération, à se doter d'un outil opérationnel pour pouvoir mettre en œuvre ce projet de territoire avec des règles juridiques qui permettent de définir la constructibilité des terrains, les zones agricoles naturelles, la localisation des grands projets structurants, en tenant compte de l'identité de notre territoire Seine-Nord, qui est un territoire qui est à la fois urbain et rural, qui est un territoire qui est marqué aussi par un bipôle urbain Louviers-Val-de-Reuil, avec un axe structurant qui aussi est très important dans la conception de ce plan de développement intercommunal et des zones qui sont à la fois très rurales, des villages, mais des zones aussi avec des centres-bourgs et avec un commerce de proximité qui se développe. Et donc l'idée de ce document, c'est l'harmonie de toutes ces dimensions, et c'est au service d'un projet de territoire qui vise à la fois à attirer de nouveaux habitants, à faire en sorte qu'il y ait aussi un projet cohérent en termes de développement durable, en termes de nouvelles pratiques, et qui permettent très clairement d'améliorer la qualité de la vie et d'être attractif. Et le sujet de l'attractivité territoriale, il est essentiel à travers ce document. Quelques dates très rapides sur la démarche. On est dans une démarche de grande concertation avec les élus. C'est un projet qui implique aussi une très grande technicité. Et donc, il y a eu des recrutements spécifiques à l'agglomération d'agents publics qui sont chargés depuis maintenant 2 ans d'animer des réunions avec les élus. Voilà, on peut présenter. Dans le durée, depuis. Voilà. Et Cindy qui était déjà auparavant, qui est en charge de cette compétence de ce dossier. Donc nous aurons jeudi prochain un débat en conseil communautaire. Il y aura en janvier 2019 l'arrêt du plan local d'urbanisme intercommunal, puis l'enquête publique en juin, et l'approbation, c'est un calendrier qui est très contraint, est prévu avant la fin de l'année 2019, en novembre 2019. Voilà pour les éléments d'introduction à ce stade. Peut-être Thierry. Oui, je vais peut-être répéter certaines choses, mais donc effectivement, les communes de notre agglomération avaient le choix en 2015, soit de mettre toutes leurs PLU, plan d'occupation des sols, carte communale, en compatibilité avec le SCOT et avec les différentes lois sur l'urbanisme qui avaient été votées, ou bien alors, la deuxième solution, c'était de se lancer en commun dans l'élaboration d'un document unique, un PLU intercommunal. En fait, un PLU intercommunal se présente comme un PLU de toute commune, mais sa qualité est d'être un document unique pour l'ensemble des 36 communes aujourd'hui qui constituent notre agglomération. Alors c'est un PLUI même qu'on appelle H, puisque l'agglomération disposait également d'un programme local de l'habitat qui arrivait aussi à échéance en 2017. Donc la loi sur les PLUI ont prévu que les PLUI valent également programme local d'habitat. C'est pour ça qu'on l'appelle PLUIH. Donc, comme l'a dit François-Xavier, en décembre 2015, le Conseil communautaire a pris la décision d'élaborer ce plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat. Alors, le PLUIH, en fait,
c'est un outil de planification et de développement du territoire de notre agglomération, parce que c'est un document qui définit la stratégie d'aménagement et de développement du territoire pour 10 à 15 ans. Donc c'est un document en même temps stratégique, mais qui descend jusque dans les règles, parce que comme dans les PLU des communes, on descend jusque au règlement, au zonage, comme on disait tout à l'heure, entre les zones à urbaniser, les zones agricoles à protéger, les zones naturelles, bien entendu, également à fortement protéger. Mais ce ne sera pas un document uniforme, ce sera effectivement les règlements qui s'appliqueront à Craville ou à Surteville ne seront pas les mêmes que ceux qui s'appliqueront à Louviers, qui ne seront pas non plus les mêmes que ceux qui s'appliqueront à Val-de-Reuil. Il y aura un certain nombre de propositions de règlements qui seront adaptées à l'urbanisme, à la densité, au paysage, enfin. Donc, effectivement, chaque commune retrouvera dans le PLUI, effectivement, ce dont elle a besoin pour son développement. Il n'y aura rien imposé par les services à l'ensemble des communes, mais chacun reprendra la main, on peut dire, après les documents généraux qui sont en cours de validation, le PADD dont on a parlé, quand on rentrera dans les domaines de zonage et de règlement, effectivement, là, il y aura un travail très important à réaliser dans chacune des communes qui fera remonter ces propositions. Donc, le PLUI comporte effectivement pas tous les mêmes documents que les PLU. Il y aura le rapport de présentation, le diagnostic, et ensuite le programme, le projet d'aménagement et développement durable dont nous allons parler tout à l'heure, qui sera ensuite complété par le programme d'orientation et d'action en matière d'habitat, les orientations d'aménagement et de programmation qui seront élaborées dans chacune des zones où il y aura utilité d'avoir des orientations d'aménagement cohérentes par zone, et ensuite, comme je disais tout à l'heure, des règlements particuliers zone par zone, les plans de zonage, et toutes les annexes, effectivement, prévues par la loi. Donc le PADD, c'est l'élément, on peut dire, stratégique de ce document de planification. Puisqu'il traduit, donc ce document stratégique, en fait, traduit le projet de territoire, là c'est même à l'horizon 2030. Donc, et les principales ambitions du projet de territoire, c'est préserver et améliorer la qualité de vie, du cadre de vie, faciliter l'accueil des nouveaux arrivants et en même temps permettre la réalisation des parcours résidentiels, et enfin, dans le domaine économique, conforter le dynamisme du territoire. Donc les orientations générales du PADD, bon, elles ont été définies effectivement pendant toute l'année 2016, surtout le deuxième semestre 2016, après l'élaboration, après la réalisation du diagnostic, et ça s'est fait dans un processus de co-construction. Donc ça c'était l'élément de base qui était très important pour obtenir l'adhésion en fait, de toutes les communes à ce projet proprement intercommunal. Effectivement, on a signé une charte entre chacun des maires et le président de l'agglomération, et qui consacrait la co-construction de ces documents de programmation. Donc, pendant toute l'année 2016, effectivement, il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions. Il y a eu des réunions dans chacune des communes. Il y a eu des réunions thématiques, là regroupant soit toutes les communes, soit les communes par secteur homogène. Donc, ces réunions thématiques ont porté sur toutes les problématiques, que ce soit l'habitat, l'économie, les transports, le cadre de vie, l'environnement. Donc, dans 11 ateliers notamment, qui ont travaillé depuis le mois de septembre 2016. Et donc l'ensemble le projet de PADD a été présenté à la conférence intercommunale des maires, qui fait partie des structures liées au PLUI, et ça a été présenté le 9 février 2017. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans le débat qui est prévu par la loi ASSI, qui doit se dérouler dans chacune des communes. Donc depuis 2 mois, en fait, toutes les communes
communes débattent de ce programme d'aménagement. Et ce soir, donc, c'est le tour de la ville de Louviers. Donc la présentation va être faite par un sous forme de slide. Donc la grande thématique, c'est être un territoire à haute qualité de vie, équilibré pour vivre et grandir, et un territoire innovant et créateur d'emplois. Parce qu'effectivement, le grand objectif, c'est d'attirer effectivement tous les travailleurs qui viennent dans nos entreprises, mais qui continuent à habiter à l'extérieur et qui font des mouvements de balancier très néfastes pour l'environnement tous les jours. Donc, mais proposer effectivement pour les accueillir des produits qui conviennent, des produits attirants. Donc, effectivement, le maintien du cadre de vie est un élément important pour l'attractivité. Bon, après, il y a tout le déroulement effectivement de la vie de chacun entre les équipements pour la jeunesse, pour les familles et pour la vieillesse ensuite. Et nous sommes aussi un territoire, même s'il est très industriel, s'il y a beaucoup d'emplois, c'est aussi un territoire où il y a beaucoup de chômage. Donc effectivement, il faut continuer à innover dans les créations d'emplois, et le PLUI va être aussi un outil pour y arriver. Voilà. Merci beaucoup, Thierry Delamarre. Est-ce qu'il faut que je me pousse ou est-ce que vous voyez? Il vaut mieux que je... Vous avez une grosse tête. Eh oui. Non, mais sur l'écran, je veux dire. Alors, je vais donner la parole donc, à Franck qui va nous présenter l'essentiel des enjeux du panel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir pour vous présenter donc, le projet de PADD de l'agglomération Seine-Nord. Comme vous l'ont présenté Monsieur le maire et Monsieur Delamarre, effectivement, 3 axes ont été retenus par les élus au cours de l'ensemble des réunions ateliers qui se sont déroulées. Donc c'est vraiment un projet qui a été co-construit par les élus. Donc 3 axes: un territoire à haute qualité de vie, un territoire équilibré pour vivre et grandir, et un territoire innovant et créateur d'emplois. Donc le premier axe, un territoire à haute qualité de vie. Donc effectivement, l'agglomération Seine-Nord est un territoire situé à la confluence entre plateau et vallée. Elle dispose également, enfin le territoire dispose également d'un environnement agro-naturel remarquable et offre un cadre de vie de qualité à ses habitants. L'équilibre reste toutefois fragile et l'agglomération Seine-Nord souhaite construire un territoire durable et notamment par la valorisation et la préservation des ressources, par la gestion raisonnée afin qu'elle profite à tous. Donc l'ambition du territoire est de poursuivre son développement et de conserver son dynamisme prônant une exigence environnementale et paysagère, garante de la qualité du cadre de vie en Seine-Nord. Et la volonté se traduit donc par 3 orientations suivantes. Donc maintenir un cadre de vie attractif, préserver et optimiser les ressources, et enfin s'appuyer sur le tourisme vert pour un développement soutenable du territoire. Maintenir un cadre de vie attractif tout d'abord en protégeant et en valorisant les paysages. Donc là, un certain nombre d'orientations ont vocation à préserver donc et valoriser les séquences paysagères, les panoramas. C'est travailler aussi à la conservation des morphologies des villes et villages. Également de pérenniser les coupures déterminantes à l'urbanisation et prendre en compte le patrimoine bâti en le préservant et en le mettant en valeur. C'est aussi préserver et faciliter l'accès au patrimoine naturel. Donc là, il s'agit du patrimoine des espaces naturels, de leur gestion, de leur conservation. Il s'agit également de rétablir et de conserver les corridors écologiques, donc ces couloirs d'air de dispersion des animaux ou de flore leur permettant de continuer à être présents sur le territoire. C'est également en valorisant et en intégrant la nature en ville, en s'appuyant sur la nature ordinaire, donc les parcs, les jardins. C'est également faciliter l'accès aux cours d'eau et faire de la forêt de bord un véritable poumon vert du territoire, accessible à toutes et à tous, et de mailler le territoire par des cheminements.
C'est également vivre en harmonie avec les contraintes du territoire, donc les risques d'inondation, les risques liés au mouvement de terrain, risques technologiques, les nuisances également générées par le bruit, qui devront être prises en compte dans les projets. C'est participer également, préserver la qualité de l'air, améliorer également l'émission de gaz à effet de serre en les diminuant, et c'est optimiser l'usage des sites et sols pollués. C'est également préserver et optimiser les ressources, donc en prenant appui sur l'agriculture comme force économique du territoire. Donc là, pérenniser les activités agricoles, développer une agriculture de proximité, limiter la consommation de foncier agricole et prendre en compte les déplacements des engins agricoles sur le territoire. C'est également optimiser les ressources et leur gestion, donc par la protection donc, de la ressource en eau. C'est œuvrer à l'amélioration également de la performance du tri des déchets, de permettre l'exploitation des énergies douces et renouvelables et de favoriser les projets qui utilisent de nouveaux modes d'énergie et d'assurer la pérennité des exploitations minières. Enfin, c'est s'appuyer sur le tourisme vert pour un développement soutenable du territoire, donc en développant les structures d'hébergement et d'accueil touristique, en renforçant l'accessibilité des infrastructures touristiques, sportives et de loisirs. C'est la possibilité également de développer les activités touristiques, sportives et de loisirs implantées en milieu naturel, et notamment la base de loisirs de l'Héripose. C'est également le tourisme fluvestre dans les boucles de Seine. Tourisme fluvestre, c'est tourisme fluvial et terrestre, donc c'est un tourisme qui prend appui à la fois sur le fleuve et sur la terre, donc comme l'appontement à Pont de l'Arche. C'est également le développement du tourisme à vélo, et c'est le développement de la vocation touristique des massifs forestiers du territoire. Deuxième grand axe, donc un territoire équilibré pour vivre et grandir. Effectivement, l'agglomération Seine-Nord a l'ambition de s'appuyer sur l'ensemble de son territoire pour produire des logements qui doivent correspondre aux besoins des habitants et notamment à ceux qui ne sont pas satisfaits. Et c'est également de mieux faire connaître son territoire et son potentiel. Donc trois grandes orientations: organiser le développement du territoire en s'appuyant sur sa diversité, développer une offre d'habitat adaptée et diversifiée, et enfin un développement équilibré conforté par la mobilité. Organiser le développement du territoire en s'appuyant sur sa diversité tout d'abord. Donc le territoire de l'agglomération Seine-Nord présente un fonctionnement multipolaire. Donc un pôle urbain central organisé autour du bipôle Louviers-Val-de-Reuil et des villes du Vaudreuil, de Léry, des bourgs d'Incarville et de Pose, ainsi que des villages de Pinterville et de l'Allemonde. Ensuite, on a un certain nombre de pôles d'équilibre. Donc, un premier pôle organisé autour de la ville de Pont de l'Arche et des bourgs de Cricbeuf et d'Édans. Un second pôle constitué du bourg d'Acquigny seul. Ensuite, on a un pôle constitué des bourgs de Saint-Pierre-du-Vauvray et d'Andé, ainsi que du village de Saint-Étienne-du-Vauvray. On a également un autre pôle qui est constitué des bourgs de La Haye-Malherbe et de Terre-de-Bord. Et enfin, un dernier pôle constitué des bourgs d'Igoville, d'Alizé, du Menant-sur-Seine et de Pitre. Enfin, on a un ensemble de communes qui vont former ce qu'on appelle les villages, c'est-à-dire Amfreville-sous-les-Monts, Amfreville-sur-Iton, Connelle, Craville, Erqueville, Bouville, La Vacherie, Le Villiers-Jourdain, Marteau, Portejoie, Quatremars, Surteville, Surville, Tournedos-sur-Seine et Virambé. Donc, les élus ont été amenés à choisir un scénario donc, démographique. Celui-ci repose sur donc, le fonctionnement en ville, bourg et village, et sur le fonctionnement en pôle urbain, pôle d'équilibre, village. Donc il s'agit de s'appuyer sur l'ensemble des composantes du territoire pour accueillir les nouveaux habitants, en confortant à la fois le pôle urbain et les pôles d'équilibre, et en favorisant le développement des villages tout en limitant l'étalement urbain et en préservant le cadre de vie. Donc le scénario démographique retenu, c'est une croissance annuelle de plus 0,5% par an sur l'ensemble de l'agglomération Seine-Nord, soit l'accueil de 6 000 nouveaux habitants entre 2013 et 2030. Donc le scénario démographique retenu implique la construction de 6 400 logements entre 2013 et 2030 sur l'ensemble de l'agglomération, soit une production annuelle de 376 logements en moyenne. Sur ces 6 400 logements, un besoin de 3 700 logements pour faire face au desserrement des ménages et maintenir la population actuelle sur le territoire. Donc
Donc le désarmement des ménages, c'est la décohabitation des enfants lorsqu'ils quittent le domicile familial après leurs études. C'est également les divorces. C'est aussi le vieillissement de la population, une personne âgée qui se retrouverait seule dans son logement. C'est aussi la construction de 2700 logements pour accueillir donc les 6000 nouveaux habitants, les nouveaux habitants. Donc la répartition de la croissance et de la production de nouveaux logements sur la période 2013-2030 sera la suivante. Donc 50% sera accueilli sur l'ensemble des communes du pôle urbain central, c'est-à-dire 3000 nouveaux habitants et production d'environ 3900 logements. 30 à 35% sur les pôles d'équilibre, accueil de 1800 à 2100 nouveaux habitants et production de 1700 et 1800 nouveaux logements sur les communes qui composent les pôles d'équilibre. Et enfin, c'est 15 à 20% sur les villages, c'est accueil de 900 à 1200 nouveaux habitants et construction de 600 à 700 nouveaux logements. Est-ce que juste parce que l'heure tourne, comme le document est très bien fait, d'ailleurs on l'enverra à tous les membres du conseil municipal. Mais est-ce qu'on peut passer, pour avoir le temps du débat et de l'échange, sans lire les slides mais les grands enjeux, le document vraiment sera envoyé à tout le monde pour que vous ayez la matière, mais qu'on puisse vraiment échanger. Très bien. Alors, juste très rapidement, un point important, c'est le scénario qui nécessite une enveloppe foncière de 374 hectares pour les besoins en habitants. C'est l'objectif de diminuer d'environ 20% la consommation foncière. Effectivement, pour répondre aux ambitions d'accueil, le scénario démographique, l'agglomération a donc choisi de développer une offre d'habitat adaptée, diversifiée. Donc, se développer tout d'abord en harmonie avec la diversité du territoire, développer aussi en limitant l'étalement urbain, faire des projets de qualité garant du cadre de vie et répondre à tous les besoins pour assurer l'ensemble des parcours résidentiels. C'est également un développement équilibré conforté par la mobilité. Donc effectivement, consolidant l'accessibilité depuis et vers le grand territoire. Donc le grand territoire, c'est tout ce qui... les territoires, en fait, le département, la région, l'espace métropolitain en général. C'est poursuivre également le développement des transports collectifs tout en améliorant les conditions de circulation automobile. Et c'est favoriser les mobilités durables. Le troisième et dernier axe, un territoire innovant et créateur d'emplois. Tout d'abord, favoriser la création d'emplois sur le territoire, assurer un développement, une offre économique diversifiée sur le territoire et développer la nature commerciale du territoire. Donc favoriser la création d'emplois du territoire, donc il s'agit de renforcer l'attractivité pour l'implantation d'entreprises innovantes. C'est répondre également aux besoins des entreprises locales en matière d'emploi, mais aussi en promouvant une offre de formation spécifique sur le territoire. C'est adapter l'essor de l'économie sociale et solidaire en encourageant notamment le développement d'entreprises à but d'emploi. C'est assurer le développement d'une offre économique diversifiée sur le territoire en poursuivant le développement des filières performantes ou à haute valeur ajoutée sur le territoire. Donc en confortant les pôles d'excellence, également les zones d'emploi. C'est poursuivre la politique de développement d'une offre économique attractive et diversifiée, en confortant et en développant les zones d'activité existantes, en permettant d'accroître également l'offre foncière existante. C'est promouvoir également un aménagement numérique au service du territoire, donc en favorisant le développement des nouveaux services et en réponse aux nouveaux besoins liés au développement de ces technologies. C'est également développer l'armature commerciale du territoire, en confortant le pôle commercial majeur de l'agglomération autour des villes-centres de Louviers et de Val-de-Reuil, donc en offrant les conditions favorables également à la structuration des centres-villes commerçants. C'est également aussi en permettant l'implantation commerciale de plus de 1000 m² le long de l'axe structurant. C'est également assurer le développement des commerces et services de proximité au sein des pôles d'équilibre et des villages, encore une fois en offrant les conditions favorables de structuration des cœurs commerçants des pôles d'équilibre, et également développement les points relais, si nécessaire, et à la demande des villages, en s'appuyant sur l'agriculture locale et les circuits courts. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très complète et qui permet en effet de mesurer les enjeux. L'idée de notre échange, c'est de pouvoir regarder par rapport à l'oublié quelles sont les implications de ce PADD, sachant que, à travers ce que vous avez dit, c'est vrai qu'on a une vraie problématique autour des mobilités, qui pour nous concerne notamment sur l'axe structurant. Mais ce qui fait le cœur de l'enjeu de ce document par rapport à l'oublié, c'est notre fonction de centralité. Et qu'est-ce que veut dire en traduction opérationnelle dans un document comme celui-ci, une ville-centre,
dans quelle mesure, et on a pris une part très active à l'élaboration du projet de territoire de l'agglomération Seine-Nord, en termes d'habitat, je parle également en lien avec ce que fait Caroline Rouzet sur la densification et en même temps la qualité du cadre de vie à Louviers, mais la densification de l'habitat et une offre qui correspond aussi aux besoins des nouveaux publics qui pourraient venir s'installer à Louviers et d'avoir une véritable mixité qui puisse aussi permettre de faire vivre le commerce de proximité. C'est très important. Donc on a un enjeu habitat, on a un enjeu également paysage, ressources naturelles, on a des sites en zone inondable qui peuvent être aménagés, on a toute une réflexion qu'on mène en ce moment sur le site Audrecey notamment. On a tout le pôle de loisirs ludiques avec le centre aquatique Caseo, la nouvelle future patinoire intercommunale, une offre de restauration, bowling à côté et dans le cadre également des entrées de ville. Je pense que nous on a un vrai travail à mener à Louviers sur les entrées de ville, que ce soit celle de la Pastorelle donc, qui va être requalifiée. Ça c'est un projet qui a été lancé en effet avant notre élection, mais vous avez les entrées de ville du Becquet, vous avez un certain nombre de lieux aussi qui nécessitent une plus grande mise en valeur. Vous avez des cheminements piétons qu'on peut imaginer avec une mise en valeur de la rivière à Louviers, qui n'est pas partout mise en valeur. Et puis des offres qui n'existent pas. On travaille là sur une offre senior, on va travailler sur une offre de logement étudiant. Là aussi, comment ça s'intègre dans un projet plus large par rapport aux besoins d'un territoire qui n'est pas limité aux seules frontières de la ville de Louviers. Donc voilà les enjeux, et cet outil doit nous permettre de mener à bien un certain nombre de projets qui visent aussi assez rapidement à franchir le seuil des 20 000 habitants à Louviers, mais en ayant une qualité de vie, en ayant un certain nombre de services qui sont ceux d'une ville de centralité, qui a des fonctions de centralité. Et on travaille aussi en lien avec cette réflexion au niveau régional, dans le cadre du G22, des villes dotées de fonctions de centralité. On a identifié au niveau de la Normandie 22 villes moyennes. Ça fait beaucoup rire, M. Martin, parce que vous dites de telles énormités. Ah bah, c'est une énormité d'avoir créé un G22. Non mais vous êtes vraiment ignorant de ce territoire, vraiment, c'est incroyable. Écoutez, je suis peut-être ignorant, enfin en même temps nos projets ils avancent, et donc ce G22, il travaille justement sur ces fonctions de centralité. Donc c'est pas des communes, par exemple Hérouville-Saint-Clair n'est pas dans le G22 parce que Hérouville-Saint-Clair est totalement lié à Caen et à la métropole. En revanche, une ville comme Louviers, Val-de-Reuil également, voilà, il y a Louviers et il y a Val-de-Reuil séparément, mais on est souvent sur des communes, on a deux strates, soit entre 10, 13, 14 000 habitants, ou bien entre 20 et 30 000 habitants au niveau de la région. Voilà. Il n'y a rien de drôle à ça, mais bon, ça a toujours étonnant les réactions de l'ancien maire de Louviers. Alors, je vous donne la parole. Oui, pardon, en effet, comme me souffle Thierry Delamarre, on a un sujet qui est très important, et c'est évoqué sur le numérique, c'est le projet structurant de l'ancienne usine Cinram en cité numérique. Là aussi, on est en train de terminer la phase des études, on entre dans la phase opérationnelle, puisqu'il va y avoir, dans les semaines qui viennent, l'installation d'un espace de coworking, l'implantation d'entreprises, et notamment avec un lien santé numérique. On parlait de pôle d'excellence sur le territoire. Là aussi, l'idée, c'est de préparer l'avenir et de pouvoir avoir une reconnaissance sur notre territoire en matière d'activité économique sur des sujets. On a des points forts qui sont la logistique, qui sont la santé, et on a sur le territoire de Louviers possiblement des implantations d'entreprises, avec un enjeu là aussi, ça va encore faire, je pense, rire M. Martin, mais on crée des conférences territoriales au niveau de la région. Là aussi, il va y en avoir une petite vingtaine. Elles ont commencé il y a une dizaine de jours. Ça va se terminer à la fin du mois de juin. A priori, ça a toujours existé. Donc, sur les bassins de vie et d'emploi. Pour le nôtre, ce sera le bassin de vie et d'emploi Louviers-Elbeuf. Et là, l'objectif, c'est de réunir les chefs d'entreprise pour leur demander quels sont réellement leurs besoins en termes de formation. Et pour, dès lors qu'on a un vrai problème sur notre territoire, c'est l'inadéquation. Enfin, on a beaucoup d'emplois et en même temps on a beaucoup de demandeurs d'emploi, ce qui est assez illogique. Donc comment est-ce qu'on fait à la fois pour que des personnes qui travaillent sur notre territoire y habitent également, et d'autre part des personnes qui habitent sur notre territoire et qui n'ont pas de travail puissent en trouver un sur le territoire. C'est ça l'équation qu'on doit remplir.
Donc il y a des demandes de parole. Monsieur Martin. Oui, je vais donc m'adresser au rapporteur, Thierry Delamare, puisque nous avons eu le plaisir de travailler ensemble sur le sujet. Simplement, en 30 secondes, nous avons un problème de biais. Nous avons un maire qui, d'une part, ne supporte pas que l'opposition s'exprime, tu l'avais vu tout à l'heure, parce que je ne me serais jamais permis, moi, d'interrompre un Thierry Delamare peut attester du fait que lorsque j'étais président de la CAF, tous les élus pouvaient s'exprimer aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. L'autre problème qui est là, et plus directement lié au sujet de ce soir, c'est que ce maire est arrivé au moins par le suffrage universel, mais dans sa mégalomanie, il s'imagine que rien n'existait avant lui. Il s'imagine que rien n'existait avant lui. Totalement, ça je confirme. Il ignore donc totalement tout le travail que nous avons accompli ensemble pendant des années, ce qui le conduit à dire des énormités du type il n'y avait pas d'offre senior, ce qui conduit son adjoint à dire qu'il n'y a jamais eu de promotion privée sur Louviers pendant la municipalité précédente, enfin bref, des énormités de ce type-là, parce que selon Mme Rouzet, le quartier des Vergers n'existe pas, la promotion privée à la Roquette n'existe pas, etc. Bon, la question que je voulais poser, c'est, compte tenu quand même de l'intense travail de réflexion qui s'est traduit par l'adoption d'un SCOT, qui s'est traduit par l'adoption d'un plan local de l'habitat, qui s'est traduit par l'adoption d'un plan de transport, qui n'a pas été mentionné, qui s'est produit aussi d'un certain nombre de démarches stratégiques consistant à inscrire la communauté d'agglomération Seine-Nord dans les projections de l'axe Seine, hein, avec le port d'Alizay, avec qui était parfaitement au courant du dossier. Et dans le document qui nous est proposé, la question que cela me pose, c'est bon, je peux admettre que M. Priolo ignore tout cela, mais dans le travail très important, ça a quand même duré plusieurs années, d'élaboration de tous ces documents d'urbanisme, qu'est-ce qui a été conservé, qu'est-ce qui a été modifié? Parce que le document qui nous est présenté est quand même, excusez-moi, me semble-t-il, est en régression par rapport à ce qui avait été évalué sur un certain nombre de points, et j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai déjà mentionné le fait qu'il ne mentionne pas à aucun moment le pôle métropolitain, que tu as bien connu, ce qui est quand même, quand on essaie d'inscrire la communauté d'agglomération dans une dimension plus régionale, ne même pas parler des stratégies du pôle métropolitain, ça m'apparaît un peu compliqué. Ignorer totalement cette dimension, etc. Ignorer aussi tout ce qui a été fait en matière de projection et de prévision antérieure, ça m'apparaît un peu compliqué. Alors, je sais que un pas très important a été accompli, et je remercie les élus de la case, puisque stratégiquement, nous avons toujours, en tout cas de ma part, et de la part voulu effectivement aller vers l'élaboration d'un plan local intercommunal, d'un PLU intercommunal. Ça se heurtait à l'époque, je dois le rappeler, à une forte opposition des élus de droite qui ne voulaient pas en entendre parler. Vous avez franchi le pas et je vous en remercie. Effectivement, l'outil maintenant est en place, tant mieux. Mais dans cet outil qui a changé, l'outil donc a changé, mais par rapport aux orientations stratégiques qui, me semble-t-il, avaient été quand même un peu plus fouillées, un peu plus affirmées, et qui avaient un certain nombre de forces que je ne retrouve pas dans le document présenté, qui me semble notamment très léger en ce qui concerne l'un des axes principaux que nous avions donné au SCOT, qui était effectivement le développement durable, même si certaines choses ont été mentionnées, les corridors écologiques. Dans la protection de la ressource aussi, je trouve que c'est un peu léger parce que là aussi, le travail qui a été réalisé sur la ferme des Hauts-Prés pour protéger cette zone et en même temps l'inclure dans une dynamique de développement de circuits courts, développement de l'agriculture biologique sur notre territoire, bon, on ne retrouve pas tout ça. Bon, j'ai lu tout le document. Bon, donc, oui,
Bref, parce que la question est simple, la question est très simple. Qu'avez-vous conservé de tout le travail qui a été fait auparavant? Je note qu'effectivement, stratégiquement, vous avez adopté ce qui était refusé par un certain nombre d'entre vous, le plan intercommunal d'urbanisme. Et je m'en félicite, mais maintenant, cet outil va permettre donc de se mettre au service d'orientation stratégique. Dans ces orientations stratégiques, qu'est-ce qui a été modifié? Et dans quel sens? Monsieur Martin, merci pour cette intervention qui nous a permis de voir que vous brillez par votre incompétence totale, parce que, en fait, je pense que vous n'avez absolument rien compris à ce qui a été présenté. Vous n'avez absolument rien compris à ce qui a été présenté, parce qu'on ne vous a pas présenté le PRI, on vous a présenté le PADD. Et donc, le problème, monsieur Martin, c'est que quelques jours après votre défaite municipale, vous avez démissionné de l'agglomération Senneur. Cela dit, vous êtes conseiller municipal de Louviers et vous êtes invité à toutes les réunions, même sans être conseiller communautaire, parce que vous avez abandonné en race campagne, parce qu'à l'époque, vous essayez d'avoir une politique de manœuvre pour faire élire à la tête de l'agglomération un ami politique. Et donc, monsieur Martin, en fait, vous parlez dans le vide et vous enfilez depuis tout à l'heure les yeux après les autres. Et donc, ce PLUI, nous sommes en phase d'adoption. Donc là, on ne parle pas du PLUI. Je voudrais juste vous faire un petit cours quand même de droit de l'urbanisme, parce que, en fait, on peut raconter n'importe quoi, mais à un moment, mon rôle ici, c'est juste de remettre un petit peu d'ordre et de joie. Et donc, à partir de là, je suis totalement incompétent. Voilà. Et donc, nous avons, à travers... D'abord, on va demander à Thierry Lamar de nous préciser la relation entre le SCOT et le PLUI. Et vous, désolé, monsieur Martin, parce que si je commençais à parler systématiquement on va à la fois voir quelle est l'articulation entre le SCOT et le PLUI. Monsieur Martin, maintenant, et je pose une question à Thierry Lamar, pas à vous. Et d'autre part, en effet, sur les éléments, puisque ce document est un document à la fois qui compile un certain nombre d'éléments qui existent, et en même temps l'adapte par rapport à un projet de territoire. Il est indissociable d'un projet de territoire. Ce projet de territoire, il se trouve que, qu'est-ce qui a changé? Mais lisez tous les documents, allez assister en auditorie au conseil communautaire. Mais on ne va pas ici refaire tout un débat sur le projet de territoire de l'agglomération Senneur. Vous avez un certain nombre de vos collègues qui sont conseillers communautaires qui le savent. Et donc, à un moment donné, Thierry Lamar va le répondre. Donc on ne peut pas débattre. Et clairement, sur ce sujet de la main, vous avez la parole. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude sur ce qui a été abandonné, parce qu'au départ, nous avons eu un débat avec les services de l'État pour savoir si un PLUI valait SCOT, si le PLUI pouvait modifier le SCOT. Bon, le débat a été compliqué, il y avait plusieurs positions. Les juristes actuellement considèrent que le PLUI ne peut pas valoir SCOT. Donc le SCOT existe toujours. Ça veut donc dire que le PLUI devra être compatible avec tous les éléments, tous les axes qui étaient retenus dans le SCOT. Et dans le dossier détaillé, effectivement, on retrouve toutes ces thématiques, les hauts prêts, l'agriculture de proximité, tout ce dont vous parliez, tout ça, c'est resté dans les documents. Alors naturellement, aujourd'hui, c'est une synthèse de synthèse pour favoriser le débat. C'est pas le document in extenso et détaillé. Et je peux garantir qu'il n'y aura pas une seule action qui sera contraire à ce qui a été inscrit dans le SCOT. Et tous les sujets du SCOT se retrouvent dans le document exhaustif. Alors, le sujet du pôle métropolitain, bon, le pôle métropolitain, c'est une organisation un peu institutionnelle, mais qui reprend aussi des thématiques que nous avons dans le PADD, puisqu'on y retrouve notamment tout le transport et les interconnexions avec les transports de la métropole. On y retrouve aussi le développement économique avec des moyens que nous mettons en œuvre. Mais là, effectivement, ça ne se traduira pas dans l'urbanisme forcément. C'est de la politique de développement. C'est un outil. Le PLUI, c'est quand même, comme le PLU, c'est un document d'urbanisme. Alors bien sûr qu'il doit traduire effectivement ces grands axes et ces volontés, mais effectivement, ce qu'on peut faire dans le pôle métropolitain
ne peut pas considérer que c'est un sujet d'urbanisme, directement. Bien, merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Lassard et Monsieur Non ah, Si. Ah ben, je vous la donne. Je veux quand même vous poser une question. Vous avez dit que vous alliez faire venir 6000 habitants, vous allez les chercher où? Eh bien, vous observerez que depuis 3 ans, la population de Louviers, il y a eu près d'un millier d'habitants supplémentaires depuis 3 ans. Grâce au programme de logement que nous avions initié, parce qu'on n'en avait lancé aucun. On se demande pourquoi les Louviériens vous ont chassé, monsieur Martin. N'inquiétez pas, je souhaite mon retour. Et donc, il y a un certain nombre de... Monsieur Lassard, la question que pose Monsieur Lassard pose une question intéressante. Il y a un certain nombre de logements, et notamment, nous travaillons dans le cadre du PLH de l'agglomération, sur un certain nombre de logements qui sont prévus. Vous avez, en l'espèce, d'ici à 2020, d'ici à la fin du mandat, vous allez avoir les logements de la résidence senior. On va être à peu près à 70 logements sur la résidence senior, donc 70 logements avec 1 ou 2 personnes dans chacun. Mais pourquoi vous êtes toujours le nez dans le rétroviseur? La différence entre vous et moi, c'est que moi je regarde devant, vous regardez derrière, parce que vous venez avec ça. Je regarde la réalité. Moi je regarde devant, mais alors vous avez fait un papilote. Et alors, monsieur Martin, vous avez un papilote. Et alors, parce que vous avez fait un papilote, il faudrait que nous on s'arrête de travailler. Non, mais vous avez dit qu'il n'y avait pas d'offre senior. C'est ça le problème. Eh bien, on a une offre senior aujourd'hui. Et Madame Rouzet a dit. Bon, monsieur Martin, on n'avait pas la parole. Alors, vous n'avez jamais, mais vous n'avez pas pour l'instant. Donc, monsieur Lassard, monsieur Martin, maintenant, on va utiliser. Et d'autre part, je réponds à monsieur Lassard avec des logements en accession à la propriété qui seront également sur l'île de Toilette, des logements qui seront sur des terrains qui sont en quartier des Amoureux, avec là des constructions de maisons individuelles, un lotissement qui est à la Vacherie, avec là aussi une cinquantaine de logements. Avec monsieur Martin, je vais vous demander maintenant. C'est très simple, si vous continuez à parler, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais limiter strictement votre temps de parole à 2 minutes à chaque fois. Voilà. Et donc vous aurez, monsieur Lassard, un certain nombre de logements qui permettent d'envisager 800 à 1000 habitants nouveaux à Louviers d'ici à 2020. Ces logements, pour l'essentiel, c'est des logements en accession à la propriété, pas systématiquement mais pour l'essentiel. On a aussi un certain nombre de logements dans le cadre du programme de rénovation urbaine, à la fois la fin du programme de rénovation urbaine en rue sur la côte de la Justice, avec des logements qui viennent compenser la démolition de certains logements, et puis de nouveaux logements en accession à la propriété. Là aussi, nous sommes avec un projet qui est en train de se concrétiser sur la côte de la Justice. Ça, c'est pour les logements qui sont à la fois des collectifs et des individuels. L'objectif, et on en parlera tout à l'heure lors des délibérations budgétaires, c'est qu'on part d'un constat que la santé financière de la ville, elle ne viendra pas du niveau des taux. Monsieur Lassard, n'écoutez pas cette hurluberlu qui hurle tout le temps, c'est pas grave. Monsieur Lassard, la question de fond et la stratégie de fond de la ville de Louviers, c'est de considérer que l'avenir des finances de la ville, il n'est pas sur les dotations budgétaires de l'État. Et l'avenir des finances de la ville, il n'est pas sur l'augmentation des impôts. Et donc toute notre équation, ce à quoi nous travaillons, c'est de nous dire, s'il y a plus d'habitants à Louviers qui payent des impôts, mais qui payent des impôts moins élevés que ce qu'on a aujourd'hui avec les taux, eh bien on augmente les recettes fiscales, et comme ça on compense la baisse des taux, et en même temps on crée de l'activité, on crée de la richesse, et on a un cercle vertueux, notamment avec le commerce local et avec l'activité dans la ville. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est aussi d'avoir une vraie mixité à Louviers, parce que notre conviction intime, c'est que les plus fragiles aujourd'hui bénéficieront d'une activité économique, et c'est en lien avec le PADD. Si on crée des emplois à Louviers, ils doivent pouvoir bénéficier d'abord aux habitants de notre territoire. D'où l'enjeu sur la formation. Voilà, c'est tout ça la logique. Vous êtes nationaliste, vous voulez que les emplois... Je suis louvériste. Non, il est filloniste. Très bien. Eh bien, merci pour ce débat. Je vais remercier les services de l'agglomération. Thierry Delamare, il n'y a pas de vote. Et il y a une question, pardon, monsieur Fraisse, excusez-moi, parce que j'ai la caméra devant vous, donc je ne vous voyais pas, mais vous avez la parole évidemment. Oui, dans le document, dans le PADD, il y a beaucoup de vœux pieux sur le plan environnemental, donc c'est plutôt bien. Il y a des objectifs ambitieux aussi sur le plan du développement économique.
mais comme dans beaucoup de cas, enfin pas tout le temps, mais c'est souvent des sujets antagonistes, comment sera fait l'arbitrage entre un projet économique qui peut peut-être attirer de l'emploi ou de l'argent et une destruction d'espaces naturels ou agricoles. C'est-à-dire que c'est bien beau ce document-là, mais en fait, il n'y a pas de réelle contrainte, donc en fait, c'est que des vœux pieux. Mais comment on va faire s'il faut construire une zone, s'il y en a qui ont envie de construire une zone en pleine forêt, alors que... C'est pour ça qu'on avait planifié le développement. Il n'y a pas de zone prévue dans des forêts, mais dans les nouvelles zones, ce qui sera fait, c'est qu'il sera recherché une densification plus importante. On a connu la période, effectivement, de l'industrialisation de Val-de-Reuil, effectivement, avec des parcs énormes autour des entreprises. Et on se pose la question aujourd'hui, quoi faire de ces parcs? Il y a certainement des parcs qui sont bien trop importants. Peut-être y remettre des animaux en pâture, peut-être y faire un peu d'agriculture de proximité. Mais bon, ça fait partie des sujets, des idées comme ça qui sont lancées. Mais dans les parcs d'activités nouveaux, effectivement, il faudra réduire les surfaces, mettre des parkings, par exemple, en co-utilisation plusieurs entreprises, ce sont des exemples comme ça, et avoir des emprises au sol plus importantes des bâtiments par rapport aux surfaces. Et puis effectivement, il y a le choix effectivement des sites et des zones d'activité. Bon, la plupart des grandes zones, elles existent, hein. Il n'y a pas vraiment de création, ce sont des extensions de zones déjà existantes, où déjà il y a eu des échanges de terrain faits avec les agriculteurs depuis de nombreuses années. Hein. Donc, voilà. Et puis il y aura ces discussions avec les services de l'État aussi, hein. On n'est pas tout seul à décider. Il faudra bien que tout ce qu'on propose soit aussi validé et conforme. Internet, il faudra terminer le nom. Oui, je veux bien prendre la parole en tant que vice-présidente de l'agglomération aussi en charge du développement durable. On a là un programme d'action du développement durable qui va fixer des orientations stratégiques. Le PLU, lui débloquera davantage la planification, et ça sera évidemment un outil de planification. C'est pas des vieux pieux. C'est évidemment, c'est vraiment le document d'orientation stratégique. Et moi, j'ai foi en ça. Et je ne crois pas que l'orientation stratégique soit cantonnée aux vœux pieux. D'une part. D'autre part, on est quand même sur une politique assez ambitieuse, alors qui peut-être au regard de certains n'est pas suffisante ou pas parfaite, mais c'est difficile d'être parfait. On sait aussi que sur ces documents de planification, on peut avoir des éléments qui sont un peu contradictoires. Bon, c'est comme la question par exemple de l'hydroélectricité et de la préservation de la biodiversité et des couloirs écologiques, etc. Il faut s'attacher à trancher les choses de la façon la plus éclairée possible, et je pense qu'on s'attachera à faire ça. Et puis par ailleurs, on est quand même là dans une démarche à l'agglomération actuellement pour redéfinir toute la politique et les orientations stratégiques en matière d'énergie et de production d'énergie, et on s'engage fortement avec un bilan carbone et le renouveau du label Citergie, qui quand même qui fixe un programme d'action qui pour le coup sera très opérationnel. Et là on n'est plus dans les lectures, on est vraiment dans les parties opérationnelles. Et je rajoute sur les questions de l'activité économique qu'on a quand même embauché à l'agglomération une chargée de mission en charge de l'économie circulaire et par ailleurs de l'économie sociale et solidaire, et qu'il y a donc aujourd'hui des ateliers de travail extrêmement importants entre les entreprises et l'agglomération, justement pour éviter l'empreinte carbone de notre activité économique sur le territoire. Voilà. Donc ça, je pense qu'on n'est pas sur des vœux pieux, on est sur un document de planification, et toutes les orientations après très opérationnelles arrivent et elles continuent. Enfin, c'est aussi une élaboration en continu de nos politiques publiques. Très bien. Daniel, on va clore le débat. Voilà, je voudrais rajouter une chose, c'est que notre agglomération a ce site particulier qu'elle n'a, pour ainsi dire, elle n'a que 2 cheminées d'usine à Alizé. Autrement, on n'a que des entreprises qui n'ont pas de cheminée d'usine, donc des entreprises qui sont plutôt propres. Et le gros intérêt que M. Martin parlait tout à l'heure des hauts-prêts, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de devenir l'agglomération bio du département. Et ça, on a tout à y gagner, parce que ça, en termes d'attractivité, ce sera important. Donc il faut que tous les efforts aillent dans ce sens-là. Je le dis parce que je l'ai déjà dit à la case, mais je le redirai aussi à chaque fois, parce que c'est extrêmement important.
30 secondes, là, c'est... Oui, monsieur Alors, pour la gendarmerie, il y a des marquants, parce qu'il y a des gens qui me posent des questions sur la gendarmerie. Bientôt. Oui, mais bientôt, elle doit démarrer au 1er janvier. Fin 2017. Elle devait démarrer à l'époque où Hervé Morin nous avait donné son accord pour l'ensemble du plan. Bon, voilà, avec eux, on a perdu encore 3 ans. Bon, rien. Sur tous les grands dossiers. On va passer donc, merci pour... Ils n'ont rien fait pendant 3 débat. ans. Donc, voilà. Et nous allons, après avoir remercié Thierry Delamarre et les services de l'agglomération Sénat pour leur temps consacré ce soir, nous allons passer à la délibération suivante, qui est une délibération importante, qui concerne la création d'une maison médicale à Louviers, avec des financements notamment européens, régionaux et européens. Et c'est Céline Dumont, en charge de ce dossier, qui va vous présenter la délibération. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur le maire de me laisser la parole. Donc nous avions déjà fait une première délibération en décembre pour l'acquisition du foncier par le PFN. Je vous propose maintenant que nous soumettions au vote la délibération suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est pour faire face dans un futur proche à des problèmes de démographie médicale, la ville a pris les devants et créé donc avec une équipe de médecins une maison médicale dans les anciens locaux de l'UNEDIC. Pour ce faire, la ville délègue la maîtrise d'ouvrage à un cabinet qui sera en charge d'établir en collaboration avec les médecins les travaux à mener dans l'équipement, le suivi des travaux ainsi que de récolter l'ensemble des subventions dont ce projet peut bénéficier. En effet, sur un coût global estimé à environ 950 000 €, qui serait la fourchette haute, la ville, par le biais de fonds européens, peut bénéficier d'un subventionnement à hauteur de 80%. L'objet du vote est donc d'autoriser le maire à solliciter les subventions, d'autoriser le maire à signer les documents afférents au droit des sols et notamment le permis de construire. Merci Céline. C'est un sujet important qui vise en fait à anticiper des départs à la retraite qui seront importants dans quelques années et qui est un projet qui s'est fait en étroite concertation avec les médecins de Louviers. Médecins, municipalités, puis après on a activé un certain nombre de leviers financiers avec le PFN, avec la région, en se disant que si des médecins se regroupent dans un endroit qui est plus grand que ce dont ils ont besoin aujourd'hui, ils sont en capacité de faire venir des jeunes médecins. C'est déjà le cas puisque en fait il y a aujourd'hui 5 médecins généralistes, 3 orthophonistes et une sage-femme, donc en tout 9 personnels de santé qui viennent, avec potentiellement un accueil de 15 personnel médical. Et dans les médecins généralistes, il y en a donc déjà certains qui sont en train de faire venir des jeunes médecins. Donc petit à petit, l'idée c'est de permettre le renouvellement du corps médical à Louviers et puis de travailler sur la venue de spécialistes. Il manque des dermatos, il manque un ophtalmo, et d'avoir, par rapport aussi à la localisation de cette maison médicale, un environnement favorable à la santé, avec en face Synram, sur lequel on fait venir des entreprises sur le domaine de la santé et du numérique, ce qui peut aussi offrir des perspectives intéressantes et un environnement intéressant pour les médecins. On travaille également en concertation avec le CHI et sur notre territoire de santé. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler à une offre qui soit équilibrée entre l'offre publique, l'offre libérale et complémentaire par rapport aux besoins des adultes. Demande de parole de M. Bassard. Oui. Qui vont venir travailler, alors ils vont payer un loyer parce que la structure va pas tenir à la commune. Ils vont payer un loyer, tout à fait. Le loyer dont le prix est en cours de... Enfin, le montant est en cours d'élaboration. Il y a des exemples dans le département, donc on est en train de regarder avec la profession médicale quel est le loyer qui est équilibré par rapport à ça. Monsieur Martin ? Oui, je ne peux que regretter que, cédant à votre permanente tentation de jeter à la poubelle tout ce qui a été fait avant vous, ce projet ait pris 3 ans de retard et ne s'implante pas au cœur d'une zone urbaine sensible comme c'était prévu au départ à Maison Rouge. Donc 3 ans de retard et une différence d'orientation, je regrette. Voilà. Non, c'était pas du tout. C'était pas du tout le même projet, monsieur Martin. Je n'en doute pas à seul instant. Monsieur Martin ne travaille pas. Monsieur Martin, Monsieur Martin, alors ressasse le passé.
Monsieur Martin, tous les jours depuis 3 ans. Les 3 ans de retard, vous en êtes responsable. Je suis devenu le cauchemar. Vous n'avez rien fait pendant 3 ans. Les 3 ans de retard, vous en êtes responsable. Vous avez jeté à la poubelle de nombreux projets. Voilà. Monsieur Martin, ce que vous faites, c'est de l'indigence politique. Voilà, vous ne travaillez pas du tout vos dossiers, vous n'êtes jamais sur le territoire, vous n'êtes pas au conseil communautaire, vous avez laissé votre place, vous n'êtes même pas dans les ateliers où vous êtes invité en tant que conseiller municipal. Et le dossier dont vous parlez n'a rigoureusement rien à voir, c'était pas du tout le même projet, les médecins ne voulaient pas de votre projet, et c'est comme ça que nous sommes repartis aussi de zéro. Parce que votre projet ne correspondait absolument pas aux besoins de la population médicale. C'est de l'indigence en politique. Vous savez quelle est la différence entre vous et nous? Vous avez des projets, nous on a des résultats et des réalisations. Ah bon? Et vous aviez des projets pleins, vous aviez des projets pleins de cartons, vous aviez des projets pleins de cartons, ben nous on a des actes et on a des résultats. Et c'est ça la différence. Et vous aviez, le seul projet que vous aviez mis, que vous avez réussi à mener à terme, c'est l'assassinat fiscal des Lomériens. Ça, vous avez bien réussi. Ça, vous les avez bien assassinés fiscalement. Mais pour le reste, moi, je pense qu'il y a eu un résultat qui a été assez clair et qui devrait vous pousser à un peu d'humilité. Mais vous ne changez pas. Et surtout, je vais vous dire, monsieur Martin, vous ne changez rien. Restez comme vous êtes. Parce que comme le disent tous vos colistiers de 2014 et ceux qui ont démissionné ou ceux qui vont peut-être venir bientôt, ils nous disent, parce qu'eux ils sont un peu dans la ville, eux on les voit, ils nous disent, mais monsieur le maire, votre meilleur allié, c'est Franck Martin. Et bien je suis bien d'accord. Et on peut vous applaudir. Alors nous allons mettre aux voix cette délibération. Céline Légrand. Qui vote pour? Il y a des pouvoirs. 3 ans de retard. C'est la l'unanimité, pas d'abstention, pas de vote contre. Qui s'abstient? Non, je crois pas. Unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, c'est Jacques Libaud. Oui, pour vous proposer de délibérer sur le transfert des services techniques communaux rue Charles-Cros et chemin de Léry. Dans le cadre de la mutualisation des archives intercommunales, les bâtiments de l'ancienne entreprise Henkel ont été acquis par l'agglomération pour y installer des archives. Cette opération laissait une grande partie du bâtiment libre, ce qui a ouvert l'opportunité de faire déménager les services techniques afin de leur offrir un cadre et des conditions de travail bien meilleurs et en même temps de les ramener à Louviers, puisqu'ici ils étaient situés à Val-de-Reuil. La présente délibération a pour objet l'achat par la ville à l'agglomération du bâtiment accueillant les services techniques pour un montant de 477 204 €. Avez-vous des questions? Juste une erreur sur le montant, c'est 433 450 €. Le montant. Oui, il était dans la délibération. Ok. 433 450 €. Avez-vous des questions? Oui. Merci. Je me posais la question de la nécessité de faire déménager le centre technique, sachant qu'ils sont déjà dans des locaux. Alors j'ai bien entendu les raisons, notamment les rapatrier à Louviers, en sachant qu'ils ne sont pas très loin. Hein, on traverse, je crois qu'il y a 100 mètres de différence. L'autre question, c'est quand même un montant assez important. Donc l'achat est de 433 000 et quelques euros, ce qui est quand même considérable. Ce que j'ai vu sur le budget, qu'on va certainement aborder à un moment donné, c'est qu'il y a en plus de ça des travaux de chauffage d'un montant de 155 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres travaux en plus du chauffage? Du coup, la note va un peu monter pour juste un rapatriement de 100 mètres. Est-ce que c'était une nécessité? Il n'y avait pas eu aussi une question sur le site Henkel de pollution, en tout cas de... donc ça, j'aimerais bien, si vous avez des informations, vérifier là-dessus. Je me pose un petit peu la question de toutes ces dépenses pour rapatrier. Est-ce qu'ils n'étaient pas parce que ils étaient si mal installés. Est-ce que c'était une vraie nécessité d'une dépense aussi importante? Et je vais vous répondre. Au-delà du centre technique municipal, je vous propose de venir visiter avec moi les locaux de la rue Saint-Jean et de la rue du Peuple, où sont également implantés les services techniques de la ville de Louviers. Vous verrez les conditions dans lesquelles
un certain nombre d'agents travaillaient. Première chose. Deuxième chose, on vous parle de l'achat, mais si vous étiez là le 6 février, vous avez dû le voir aussi qu'il y avait eu une cession de 580 000 de notre bâtiment qui est situé donc sur la commune de Val-d'Oreuil. Donc c'était le 6 février, c'était la délibération 37, page 37, si vous n'avez pas eu l'occasion de la lire. Donc voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Et je vais ajouter quand même, Jackie, que c'était au printemps 2015. Nous avons pris avec toi, avec Dominique Bosset, directeur des services techniques, nous allons prendre des vélos à l'agglomération Seine-Nord et on a fait le tour de l'ensemble des bâtiments, à la fois écoles, crèches, bâtiments des services techniques. Et je suis allé, j'y étais déjà allé, mais là on y est allé avec le regard aussi des techniciens, rue Saint-Jean. Qu'est-ce que j'ai vu rue Saint-Jean? J'ai vu des agents de la ville qui depuis des années et des années travaillaient avec de l'eau qui tombait du toit, des fils électriques, dans des conditions de dangerosité absolument inouïes. Et j'ai quitté les locaux de la rue Saint-Jean en disant maintenant il est urgent de trouver une solution, mais ce n'est pas une solution dans 2 ans ou dans 3 ans. Je ne laisse pas, comme maire, des agents de la ville de Louviers être dans des locaux qui sont indignes et qui sont d'une dangerosité extrême pour leur sécurité. Et ça, moi, c'est ma conception, de considérer qu'à travers ce projet-là, on a pu réunir l'ensemble des services techniques sur un même site, avec en plus une opération immobilière qui permet de diminuer la facture, mais surtout, enfin, je serai à votre place, je poserai quand même la question des conditions de travail de nos agents. Moi, je ne veux pas avoir un agent électrocuté parce que rien n'a été fait pendant des années rue Saint-Jean. Et donc, c'est ça la raison de départ qui a conduit à ce projet, mené dans un temps record, et qui, l'emménagement se termine la semaine du 12 mai, du 15 mai, hein, je crois, qui a été fait en plus dans une grande concertation avec tous les agents, qui permet de gagner un certain nombre de places, je pense sur les espaces verts par exemple, dans des conditions qui sont unanimement acceptées, qui sont intéressantes. Il y a eu un très très beau travail qui a été fait par les services techniques, notamment par Michael Culota, notre programmiste qui a énormément travaillé. Et aujourd'hui, on est sur un site d'abord. En effet, c'est quand même, avouez que c'était quand même un peu paradoxal d'avoir les services techniques de la ville de Louviers à Val-d'Oreuil. Alors certes, c'était pas une raison suffisante, et s'il n'y avait eu que ça, on aurait laissé les services de la ville de Louviers à Val-d'Oreuil. Enfin, c'est un peu bizarre en plus d'aller payer de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, sur un bâtiment comme ça. Mais surtout, on est dans une opération qui est une opération de rationalisation de nos bâtiments communaux. Et maintenant, alors sur le site de Saint-Jean, on a du stockage aujourd'hui, hein, donc on a plus de problème d'avoir des agents qui travaillent. Et puis on va avoir une vraie réflexion sur toute cette partie de la rue du Port, de Drosset, qui est sur une entrée de ville et sur laquelle on peut imaginer d'autres choses que ces bâtiments qui sont aujourd'hui vétustes. Voilà. Donc, vous voulez la parole, monsieur Martin? Allez, c'est reparti. Pour combien de temps? 15 secondes. Donc, mon intervention repose sur des bases fragiles, puisqu'elle repose sur l'honnêteté intellectuelle de Jackie Bidot, qui à l'époque n'était que lieutenant et pas lieutenant-colonel, mais à qui j'ai demandé lors de mon premier mandat de venir visiter effectivement les locaux dans lesquels les services municipaux exerçaient leur activité et qu'on appelait du beau nom du chantier, qui se trouvait à l'endroit où nous avons construit tous les logements qui assurent en ce moment la progression des bases fiscales de la ville, et qui se trouve donc sur l'espace Mendès France. Je peux vous dire que comparé, effectivement, et je m'accorde pour dire que l'insalubrité de la rue Saint-Jean, nous sommes d'accord là-dessus, c'était tout à fait anormal d'avoir des agents qui travaillaient comme cela, mais ce n'était que quelques agents, je ne minimise pas le problème, mais ce n'était que quelques agents, et ce n'était, laissez-moi finir, et c'était surtout des employés des espaces verts qui étaient dehors, donc la salubrité de l'autre. Mais je suis d'accord pour dire qu'il fallait rapidement, le faire. Simplement, ce que nous avons fait, et je ne peux pas admettre que vous disiez que nous ayons laissé
les agents des services techniques dans des conditions insalubres, c'est que précisément, nous avons saisi une occasion aux cheveux, parce que nous avons longtemps cherché des locaux capables d'accueillir les services techniques, et nous avons, en concertation avec les agents, installé des services techniques salubres, adaptés au travail des agents et modernes. Simplement, effectivement, il manquait de la place pour y mettre tout le monde. J'ajoute quand même que nous avions une certaine résistance de la part des agents qui étaient rue Saint-Jean à venir travailler dans les mêmes locaux de façon centralisée avec les autres. Bon, voilà, ce qui explique peut-être aussi pourquoi Jackie n'a pas, dans l'urgence, puisqu'il était quand même responsable des services techniques, trouvé la solution à ce problème qui était effectivement les locaux de la rue Saint-Jean, que vous faites bien de résoudre. Là-dessus, pas de souci. Hein. Simplement, je ne vous permets pas de laisser dire que nous n'avons rien fait pour les agents des services techniques, et j'en appelle encore une fois à l'honnêteté intellectuelle de Jackie Biteau pour dire ce qu'il en est et dans quel état nous avons trouvé les services techniques pour la totalité des agents, dans des locaux qui étaient autrement dangereux parce qu'il y avait des étagères en bois branlantes sur lesquelles on stockait des produits toxiques et des produits inflammables en vrac. C'était autre chose, excusez-moi, que effectivement la rue Saint-Jean qui n'était pas le top. Hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Très bien, je maintiens tous les mots que j'ai prononcés. C'est aucune espèce d'importance. Depuis 3 ans, eh bien, il y a désormais une écoute de ce que demandait Jackie Biteau depuis des années et des années, et que nous avons fait, surtout nous en avons dégagé des moyens, et qu'en effet, ce que nous n'avons pas réussi à faire en 19 ans, nous l'avons fait en 3 ans. Dans le projet Audrey, Jackie, à un moment donné, nous devions démolir ces bâtiments et les remplacer par des bâtiments neufs. Voilà. Jackie. Oui, je n'avais pas envie d'engager une polémique, je répondais juste à Madame Séguir qui s'interrogeait. Donc après, voilà, vous avez donné un certain nombre d'explications. J'admets bien volontiers qu'il y a 23 ans, 24 ans maintenant, il y avait d'anciens... c'était 95, Franck. Oui, si on ajoute les 3 ans de retard que vous avez pris, oui, d'accord, c'est vrai. Enfin, je n'ai géré que 19 ans. Hein. Vous étiez pas... Bien, donc... non, j'étais lieutenant des pompiers, comme vient de dire notre ami. Pardon 95. Non, pas. À la mairie en 2008. Voilà. Non, mais écoutez. Voilà. Bon, pas la même chose. Donc voilà, moi j'ai répondu seulement à Madame. J'avais pas envie d'engager une polémique, des comparaisons, ça m'intéresse pas. La seule chose qu'on a voulu, Franck, c'est que le personnel travaille dans de bonnes conditions. Il y a eu cette opportunité de monter cette opération en rachetant l'usine. Ça ramène les services sur la ville de Louviers. Tout ça, je pense que personne peut dire que c'est une mauvaise chose. Donc ça va dans le bon sens. Et vous avez vu que la balance fait que ce qu'on a revendu, on paye moins cher ce qu'on a acheté. Voilà. Tout à fait. Simplement, tu sais aussi que lorsque nous sommes partis, il y avait un projet en cours de réaménagement de l'espace Audrey, donc de démolition de cet espace, que nous avons également cherché des solutions pour les locaux des services techniques qui sont au carrefour de la rue du Mouvement, et que donc les projets étaient en cours. 3 ans pour y arriver, c'est bien. Ok. Allez, on va passer au vote. Il y avait des projets en cours que vous avez supprimés. Non, le projet juste, alors si on va pas rentrer trop dans le détail, mais tu avais un certain nombre de projets qui se situaient vers la ferme du Ménil, avec le déplacement du stade Paul Poudret et puis les services techniques. Donc ça faisait partie des projets que tu avais, mais je les discute pas. Mais c'est resté à l'état de projet, si tu veux. Et surtout, il y avait aucun financement en face. Parce que vous êtes arrivé. Voilà. En fait, c'est vrai qu'il n'y a, monsieur Martin, il n'y a que vous avez fait qui n'est pas resté à l'état de projet. Encore voilà, nous allons passer à une question de monsieur Fraisse. Et après, on passe 3 ans de retard, encore une fois. Rien de fait pendant 3 ans. Et jeter des projets qui étaient en cours de réaliser. Monsieur Martin, monsieur Fraisse, à la fin. C'est toujours est-il qu'on manque encore un peu d'éléments pour pouvoir se prononcer sur ce projet-là. Donc, il y a certaines questions de Léla auxquelles on n'a pas répondu. Donc, ça c'est une question en plus. Quelle a été la teneur des travaux et le montant pour que ce soit exploitable par les nouveaux, par les services techniques.
Quelle est la performance thermique de ce bâtiment? Est-ce que ça va pas être un gouffre énergétique qui va nous coûter plus cher que ce que ça pourrait rapporter? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des pollutions sur place, encore des pollutions gênantes qui pourraient être nuisibles aux employés? Est-ce qu'il n'y a pas encore un travail de dépollution à faire sur ce site-là? Et j'ai aussi entendu dire qu'il y avait une partie des services qui allait rester rue Saint-Jean, notamment le service de festivités. Donc, concernant les locaux, alors, en ce qui concerne le chauffage, il y avait ce qu'on appelle des grilles peintes, c'est-à-dire tout un système de chauffage électrique et également un système aussi d'aérotherme et aussi de ventilation qui était en place. On a évidemment changé tout ça, c'est-à-dire qu'on est revenu à un système, c'est une alimentation au gaz. Au lieu d'une chaufferie, il y en a 4. Ce que je propose, au lieu de... Là, je vais pas vous citer tous les travaux de mémoire. Ce que je propose, c'est lors d'un prochain conseil, de vous donner un certain nombre d'informations par rapport aux travaux qui ont été réalisés de manière précise. Au niveau de la pollution, bien entendu, on a pris toutes les mesures nécessaires pour que nos locaux soient pas occupés ne soient pas pollués, alors qu'on va les faire occuper par nos services. Donc on a fait intervenir les services adéquats de manière à ce que ces problèmes-là puissent être évoqués et réglés. Donc il n'y a pas de problème de pollution. Mais on va vous inviter à venir visiter les services techniques, puisqu'il y aura une inauguration. De toute façon, l'ensemble du conseil sera invité. Pascal Hébert, oui. Monsieur Hébert. À la fin de cette délibération, il y a l'intégralité des frais inhérents à cette mutation étant prise en charge par la ville de Louviers. On peut savoir le montant. C'est ce que je viens de faire. Ah, ce sont les frais. Ah, très bien. Donc il s'agit là des frais de notaire. Donc moi ce que je propose, c'est par exemple parler travaux. Vous ne pensez pas à mettre des panneaux solaires que vous me demandez? Oui, alors écoutez, si on pourrait en discuter des panneaux solaires, mais vous savez, il y a un architecte des bâtiments de France, pour ceux qui veulent refaire la guerre sur les panneaux solaires, sur la halle, enfin tout ça, c'est des belles histoires, mais bon, on ne s'arrête pas à ça, monsieur Vodcar. Monsieur Bastard, excusez-moi. Très bien, on peut passer au vote. Non, il y a une autre question, madame Céline. Ça reste quand même difficile de prendre une décision ce soir, parce que vous nous promettez des éléments pour un prochain conseil ou une prochaine rencontre. Donc, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire, moi, là, j'ai pas mes réponses. Donc, du coup, on va faire avec ce que vous nous donnez, parce que c'est quand même assez... parce qu'elle a reposé une question, on ne sait pas trop combien ça va coûter, du coup, dans l'ensemble. J'aimerais bien aussi, monsieur le maire, que vous réinterprétez pas ce que je dis. C'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il fallait laisser les employés de la ville dans des conditions de travail insalubres. J'ai pas dit non, vous avez quand même... voilà. Donc du coup, la seule question, c'est que vous dépensez de l'argent pour faire une modification ou déménager une équipe. On a le droit quand même de savoir combien ça va coûter. Sur la question du chauffage, il y a quand même des écoles cet hiver qui ont passé l'hiver sans chauffage, donc bon, tout est relatif. Donc non, mais voilà, donc c'est pas deux poids deux mesures, c'est bien si c'est fait pour les uns, c'est aussi bien si c'est fait aussi pour tous les autres. Donc voilà, on va voter, mais on va voter, en tout cas on va s'abstenir, en tout cas pour mon cas. Merci. Merci. On passe au vote. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, 4 abstentions. Donc le groupe Barreau Louviers s'abstient. Merci. 3 abstentions. 4 abstentions. Délibération suivante, c'est Gaëtan Bazir sur le rapport 2015-2016 de la Commission communale d'accessibilité dans le cadre des fonctions de M. Bazir sur les affaires liées au handicap. Alors c'est pas un vote, c'est pour prendre acte du rapport de la Commission communale d'accessibilité. Cette commission a été rendue obligatoire par la loi du 11 février 2005. Les points mis en avant dans ce rapport sont les suivants. La compétence PAV a été prise par l'AGLO le 1er janvier 2017. Son ADAP transport est validé avec 100% des bus accessibles. En 2016, les places de stationnement PMR ont fait l'objet d'un recensement afin d'optimiser la gestion. La commune a déposé son ADAP en septembre 2016. Il concerne 43 bâtiments,
pour un coût estimé à plus de 2 millions d'euros. La municipalité s'attache également à accueillir les enfants en situation de handicap dans les crèches et d'accompagner les familles. Il faut souligner que la mise aux normes d'accessibilité, outre sa dimension légale et réglementaire obligatoire, correspond à une vraie priorité politique de notre équipe municipale. Voilà. Et après, vous avez pu lire le rapport qui était dans le... Avez-vous des questions? Alors, madame, sur l'emploi. Alors là, on est sur des sujets... Ouais, on est dans ce rapport sur des choses qui sont extrêmement... Enfin, il y a tout l'aspect urbanisme, espace public... oui, c'est ça. Il faut savoir que, de mémoire, si on a fait un recensement pour les employés de la ville, on est à plus de 12% de personnes en situation de handicap au service de la ville, ce qui est énorme, puisque c'est quasiment plus du double de ce que nous demande l'État, la loi. Donc voilà, mais sinon après, dans une prochaine commission est prévu de parler de l'emploi, mais chaque commission, normalement c'est une commission par an, nous on en fait déjà 2, et on est preneur. Mais juste là, on est sur un rapport qui est réalisé par la loi, et la loi dit précisément quelle est la compétence de la commission, et il n'y a pas d'emploi. On ne peut pas s'autosaisir de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions sur l'insertion des personnes en situation de handicap pour l'emploi, mais là, on doit répondre à ce qui est prévu par la loi pour être dans ce rapport, et vous l'avez dans les délibérations 4 et 5. Il faut lire le rapport, c'est marqué dedans, M. Martin. C'est comme le reste, il faut savoir lire. Voilà, c'est pour prendre acte. Merci. Délibération suivante, c'est Jean-Pierre Duveret pour 3 délibérations relatives au siège. Mais c'est tellement bête. C'est comme vous. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Une première délibération portant sur les travaux réalisés par le siège dans notre commune, rue Achille Mercier. En effet, dans le cadre de l'opération immobilière sur l'île Torel Est, il convenait de prévoir l'enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et d'éclairage public. Les échanges ont eu lieu avec le siège qui réalisera les 10 travaux dans la rue Achille Mercier, selon les modalités financières de répartition traditionnelle des coûts, soit globalement un montant des travaux de 83 500 €, dont 59 166 € à la charge de la ville. Je vous demande donc d'approuver ces travaux ainsi que la répartition financière. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Alors, je vais me répéter, mais chacun sait que la répétition est la meilleure pédagogie. Donc, il y a plusieurs délibérations qui concernent le syndicat d'électricité, fondé dans le département de l'Eure. Excusez-moi, monsieur le maire, de penser qu'il y a aussi une histoire locale qui mérite d'être respectée. Donc, effectivement, ce syndicat a été fondé par Pierre Mendès France lorsqu'il était président du Conseil général de l'Eure, au moment de la reconstruction. À l'heure de l'intercommunalité, à l'heure de nouvelle répartition de compétences, il est évident que ce syndicat, peut-être d'une façon un peu polémique, mais chacun comprendra ce qu'il en est, je qualifie souvent de fromage à sénateur, en particulier dans le département de l'Eure. Donc que le siège n'a plus de raison d'être, que les compétences d'équipement électrique doivent être confiées, soit, en tout cas, une compétence qui doit être confiée aux intercommunautés, en particulier aux agglomérations. Déjà, la ville de Louviers, monsieur le maire l'ignore sans doute, mais n'était pas soumis au même régime en ce qui concerne les recettes perçues sur les taxes d'électricité. Val-de-Reuil avait refusé d'adhérer à ce système. Il est temps de mettre fin à ce système particulièrement archaïque et qui n'est certainement pas performant en matière de coût et d'efficacité. Maintenant, on va approuver bien sûr tous les travaux par le siège, mais sur le fond, il faut absolument se débarrasser de ces vestiges du passé. Fut-il un passé mendésiste auquel la ville reviendra bientôt dans son futur. Bien, quand on parle du passé, on pense à vous, M. Martin, mais dans un passé très proche, le Parlement, l'Assemblée nationale, a voté la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte. Et si vous aviez un peu étudié le sujet, M. Martin, vous sauriez qu'elle renforce aussi le positionnement des sièges.
des syndicats d'électricité, et qu'il faut là envisager avec d'ailleurs à la fois la région, l'ADEME, enfin, les partenaires institutionnels, les services de l'État locaux, les agences locales énergie-climat, et j'ai l'honneur de présider l'agence locale de l'Eure, un partenariat et un jeu d'acteurs qui permettent d'être dans la complémentarité. Mais je vous invite à relire la loi et à bien regarder de quelle manière elle positionne les syndicats d'électricité. Il y a des façons tout à fait innovantes de le faire et qui permettront de démultiplier l'action publique. Et je pense que c'est des options qu'il faut sérieusement envisager. Mais vraiment, je vous invite à relire la loi. La loi, c'est bon, Anne nous a répondu, c'est bon, on va pas à chaque fois faire la réponse. On va passer au reste. Jean-Paul, encore une fois, voilà deux grands le grand démocrate. C'est pas vous qui décidez de vos prises de parole, il y a une prise de parole. Je vous demande donc d'approuver ces travaux. Je vous demande d'approuver les travaux de la rue Achille-Mercier pour les montants que je vous ai indiqués précédemment. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je ne vois pas d'abstention, donc à l'unanimité, merci. Selon des délibérations portant sur les travaux réalisés aussi par le siège, mais cette fois rue de l'Écho pour la tranche numéro 2, cela concerne la fin des travaux entamés rue de l'Écho pour terminer l'opération en allant jusqu'au boulevard du Maréchal Joffre. Cette opération, le coût global des travaux est de 82 000 €, dont 56 875 € à la charge de la ville. Je vous demande, comme précédemment, d'approuver ces travaux ainsi que la répartition financière. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Dernière délibération sur l'enfouissement des réseaux qui concerne 2 nouvelles rues selon la programmation que nous avons établie en 2017 avec le siège. Elle concerne les rues Jean-Nicole et Félicité pour un montant global des travaux de 88 000 €, dont 61 458,33 à la charge de la ville. Je vous demande donc, comme précédemment, d'approuver ces travaux ainsi que cette répartition financière. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. J'en ai terminé, monsieur le maire. Monsieur Duveyret, merci beaucoup. 3 déclarations, Caroline Bouzet. Bonsoir à tous. Il s'agit pour la première délibération de l'opération de la route de la Vacherie, donc concernant le domaine de la forêt. Il est prévu donc dans cette délibération d'accepter la création d'une servitude, notamment au profit de GRDF et plus globalement par rapport aux concessionnaires des réseaux publics qui vont alimenter le lotissement sur le domaine de la forêt. Je rappelle que c'est un lotissement qui prévoit une 50aine de terrains à bâtir et des bâtiments collectifs sur la gauche du terrain. Je vous remercie d'approuver ces délibérations. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième délibération concerne la cession d'une propriété communale qui se situe 4 rue de l'église de Saint-Germain. C'est malheureusement la 3e tentative de cession. Les 2 autres ont malheureusement avorté faute de crédit disponible des acquéreurs. Nous avons trouvé à nouveau donc un acquéreur en la personne de M. Georget au prix de 55 000 €. Nous attendons aujourd'hui donc le vote de cette délibération pour passer à la session définitive. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Monsieur Bassard. Oui. Le terrain n'est pas vendu cher parce qu'il était quand même 70 000 €, il est arrivé à 55. Bon, vous dites qu'il y a la dégradation, mais c'est du terrain, il n'y a pas que la maison n'est pas habitable, donc elle est arasée. Je pense quand même que c'est un cadeau que vous faites. Alors, M. Bassin, c'est une estimation qui est basée sur l'avis des domaines, donc de l'État, sur lequel nous nous sommes donc rapprochés. Effectivement, au départ, à 75 000 € la maison avait encore un potentiel qu'elle n'a plus aujourd'hui, malheureusement du fait de la dégradation et de la non-habitabilité. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau sur l'avis des domaines qui a été renouvelé puisqu'il n'est valable qu'1 an. Donc nous avons convenu de proposer au prix qui avait été prévu par l'avis des domaines. Je le regrette autant que vous, on préférait que ce soit vendu plus cher, bien entendu, mais on ne peut pas toujours tout avoir. Pardon, rapide, M. Martin. Encore une fois, si je comprends bien, nous avions vendu à 77 000 €.
Et parce que vous n'avez rien fait, le prix se trouve aujourd'hui bradé à 55 000 €. C'est ça. Peut-être 3 ans après, alors que nous avions vendu à 77 000 €, vous bradez à 55 000, c'est ça. Parce qu'entre-temps, rien ne s'est fait, bien sûr. Mais ça, c'est un peu la marque de votre municipalité, ne rien faire. Mais vous savez, en fait, ça fait 3 ans qu'on dort, on ronfle, ça fait beaucoup de bruit. J'en déplaise, monsieur Martin. Peut-être que l'accord que vous aviez trouvé n'était pas à la hauteur de cet achat. C'est la vie générale. Bien sûr. Voilà. Mais vous auriez pu la vendre avant à la maison, hein, bien avant aussi. Hein. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Délibération suivante. Délibération suivante, rue de la Citadelle. Dans le prolongement de la municipalité antérieure, nous prolongeons les acquisitions pour l'agrandissement de la rue de la Citadelle. D'accord? Vous voyez, on n'a pas tout abandonné. Cette acquisition se fait au numéro 10 de la rue de la Citadelle, qui permettra donc l'élargissement de la voirie et donc de permettre une meilleure circulation dans cette rue. L'acquisition se fait au prix de 4 000 €, avis des domaines également. Je vous remercie de bien vouloir accepter cette délibération. Une demande de parole. Oui, nous allons voter contre cette délibération pour une raison simple. Quand vous dites que vous poursuivez effectivement les acquisitions pour pouvoir finalement aboutir à l'élargissement de la rue de la Citadelle, vous oubliez de dire que vous vendez une autre parcelle. Et que vous dessaisissez d'une autre parcelle, la parcelle 574, je crois, alors que 474, je ne sais plus, enfin, ça se termine par 74. Bref, ce qui fait que, suivant, et vous dites, ah oui, mais c'est pas grave, puisqu'en face, la parcelle 625, elle a été acquise par la municipalité, donc ça pourra quand même aboutir à l'élargissement. Oui, sauf qu'il va falloir faire un zigzag. Quand on va tourner à droite, lorsqu'on aura éménagé un petit rond-point, ce que j'espère en tout cas, sur la rue du Val-Champêtre, au croisement de la rue du Val-Champêtre et de la rue de la Citadelle, les automobilistes devront d'abord s'orienter vers la parcelle que vous vendez, puis remonter vers le nord, puisqu'il y aura un crochet, puisque vous laissez la parcelle 574 au privé, et ensuite il faudra redescendre vers la dent creuse actuellement, qui fait partie effectivement, la dent creuse qui fait partie des acquisitions que nous avons faites avec la démolition de cette partie-là. Donc ça m'apparaît, comme on dit, extrêmement chaotteux comme élargissement. Il va y avoir une bosse, quoi. Alors, pourquoi si ce n'est pour faire plaisir à un privé, encore une fois. C'est une nouvelle fois la démonstration que la gauche travaille pour l'intérêt collectif et l'intérêt général, et que la droite fait des cadeaux privés. Bon, alors, on est dans l'invention générale, donc il n'y aura pas de boss, il n'y aura pas de zigzag. Le tracé, c'est ce que vous-même établi, donc je ne vois pas de quoi vous parler. Puisque vous cédez la parcelle 574 en contrepartie de l'acquisition de la parcelle 569, je crois. Voilà. Donc, à partir du moment où vous cédez, et 2 sur 3, vous accordez la licence de la 569. Allez, on a encore des lubies de M. Martin. Non, mais attendez. Je ne comprends pas trop tout votre débat, mais c'est pas grave. À la rigueur. Allez sur place pour une fois. Oui, bah, moi j'y suis sur place à Louviers, moi ça me va. Mais le problème, je passe par là tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Hein, bien sûr. Le tracé, je l'ai vu, la division a été effectuée de votre chef. On va pas passer du temps à des bêtises, aux bêtises de M. Martin. On va passer au vote, Caroline. Nous passons au vote. On n'a aucun intérêt. Alors, vous votez contre? Allez-y. C'est si on a les réponses, on vous a dit que vous racontiez n'importe quoi, que c'était faux. On vous a répondu, mais notre réponse ne vous convient pas, c'est différent. On va passer au vote. Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est bon. C'est la l'unanimité, y compris vous. Donc on a compris que vous aviez voté pour. Hein. Alors écoutez un petit peu dans ce cas. Abstention ou vote contre? Écoutez, quand vous empêchez de parler, on peut difficilement parler maintenant. Alors, abstention ou vote contre? Donc la parcelle 74. Abstention ou vote contre, M. Martin? Bon, on a passé au vote, donc c'est bon. On va passer maintenant à 3 délibérations. Non, M. Lecuyer. Donc, il part beaucoup, vous n'attendez pas.
pas, il a dit que c'était une municipalité de droite, et je crois que vous allez voter Macron, alors vous êtes de droite. En tout cas, je suis pas d'extrême droite, ça c'est sûr. Non, il est du côté d'où vient le vent. Alors, le vote sur cette délibération. Sur cette délibération. J'ai toujours été fidèle à mes principes, à mes valeurs et à mes engagements. Ah ouais, mythomane. Ça encore. Quel est le vote du groupe Bravo Louviers sur cette délibération? Vous votez contre le groupe? Vous votez pour ou vous votez contre le groupe Bravo Louviers sur cette délibération? Personne ces personnes n'écoutent pas, donc votez contre pour le groupe Bravo Louviers. On va passer à la délibération. Il y en a qui votent. Non. Alors, qui vote pour? Je m'abstiens, je connais pas le sujet. Alors, 2 abstentions. Le groupe. 3 abstentions, le groupe Bravo Louviers, 2 votes contre. Merci. Pierre Lecuyer pour la délibération suivante. Oui, bonsoir. Nous allons parler de convention de groupement d'achat. Depuis 3 ans, donc, nous avons passé plusieurs conventions de groupement d'achat avec la CASE, ce qui permet d'optimiser les dépenses et donc de dépenser beaucoup moins. Cette fois-ci, donc, nous sommes en train de préparer avec la CASE un accord cadre pour les prestations de télécommunications. Et je propose donc au Conseil d'approuver donc cette convention dans la mesure où, comme pour les assurances, nous aurons une économie substantielle à la clé. Y a-t-il des questions? Alors, je constate que petits à petits, c'est peut-être l'aglo qui va commander la commune. Les groupements d'achat, M. Bachar, c'est alors Pierre Lecuyer va répondre. C'est intéressant pour la commune. Oui, mais tout est toujours intéressant, c'est parce que ça se négocie. Oui, c'est bon. Oui, M. Bassard, donc vous avez la convention qui est jointe à la délibération. Vous verrez que nous avons la capacité de sortir de cette convention à tout moment. Donc, nous ne sommes pas liés par la CASE. Et par ailleurs, les premières conventions qu'on a déjà passées, en particulier sur les assurances, nous a amené quand même une économie très substantielle, tout en optimisant nos couvertures. Je sais que je n'ai pas pu tout lire parce qu'une réunion de conseil municipal le lundi, le lendemain d'une élection, c'est un peu dur. Ah bah oui. Y a-t-il d'autres questions ou observations? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci Pierre. 3 délibérations, puis après je vous propose de faire une pause d'un petit quart d'heure, mais on va terminer avec les 3 délibérations présentées par Jackie. Oui. Sur les enfouissements de réseau. C'est la suite de ce que nous a présenté notre ami Jean-Pierre Duveyret. Et là, tout simplement, c'est une convention pour que Orange fasse passer une gaine supplémentaire sur les 3 endroits qu'on a évoqués ensemble, de manière à passer la fibre dedans. Donc, cette convention concerne la rue Achille Mercier. Je vous propose, si vous avez des questions, sinon je vous propose de passer au vote. Alors on fait séparément. Oui, c'est pour ça. C'est la première. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième concerne la rue d'Écho, même principe. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la troisième concerne les rues Jean-Nicole et Félicité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.